Résumé de l'épisode à venir. Et on invite Belkacem Méziane. Est-ce que t'as compris déjà? Oui, bonjour. Ça s'appelle On The One, l'histoire du funk en 100 albums. Mais tout à l'heure, tu t'es quand même servi du livre comme sous-boc. Ouais, parce que j'y connaissais rien du tout. Parce que dans les spectacles qui sont diffusés habituellement, ils mettent plus souvent en scène, je dirais, des femmes court-vêtues, J'aime beaucoup cette émission. plutôt que des jeunes hommes à demi-nus. T'es pas d'accord? Écris un bouquin. Je vais faire mon connard. Donc il y a une énorme explosion. Deux fidèles décédés. Ben là, je pense que là, c'est le pic d'audience là. C'est un peu le Alain Juppé de la soul. Je crois qu'Elton John aussi a fait 2-3 enculeries. On va parler un petit peu plus du bouquin Night Fever, qui sort le 23 avril, forcément. Comme tu as pu l'entendre, on va faire un duel. Il faut faire ça. Notre métier est pas facile. Elle est bien ma question. Mais écoutez, je vais pas vous faire un dessin. Essayez de sortir avec le cul à l'air. Ça dépend. Est-ce que c'est une émission laïque ou pas? Là, on a battu le pic d'audience de tout à l'heure, tu crois? Je pense. Je suis d'accord avec tout ce que j'ai dit moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Toi, t'as le talent pour poser des questions quand même au moment où il faut pas. T'es en train de nous dire qu'on t'a fait perdre un peu de temps là, c'est ça? Tout à fait. Ouais, d'accord. Rendez-vous le 23 avril parce que c'est un livre important quand même. Êtes-vous prêts pour un moment inoubliable? Le temps de grimper dans ma piole, d'attraper un slip de bain et je reviens. Le podcast. Un podcast avec de l'action. Oh, une bagarre! Attendez-moi! Du rire. Excellent. Du mystère. La surprise qui est sur la chaise, ça ne se mange pas. Le podcast. Présenté par Mammouth Oh, mais quel connard ce type! et le virus. C'est quoi ce tocard? Dans quelques mois, l'Australie ne sera plus qu'un tas de cendres. L'Iran et les États-Unis ne seront plus que 2 tas de cendres. Et nous travaillerons jusqu'à n'être que des tas de cendres. Cette nouvelle décennie commence sur les chapeaux de roue. Mais rassurez-vous, cette année est juste la fin de la décennie précédente, car oui, comme tout le monde le sait, le calendrier moderne commence en l'an 1. Alors je ne vais pas refaire toute l'explication pour les débiles qui ne comprennent toujours pas. Donc pas de panique. Vos bonnes résolutions peuvent encore attendre 1 an. Mais nous, on a choisi cette année pour débuter notre pérégrination et partir à la rencontre de celles et ceux qui font le monde d'aujourd'hui. Pour ainsi dire, les responsables de la situation actuelle. Nous, c'est le Postcat. Quelques jours plus tôt, dans les bureaux de la rédaction du Postcat. Bon alors, c'est la première, faut pas se rater, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, il faut un invité qui tient la route. C'est la base. Là, ça c'est indispensable. Indispensable, on est d'accord. On a eu des invités moyen, là faut Ouais. pas qu'on se loupe. Faut pas qu'on se loupe. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit que ce qui serait bien, c'est qu'on parle de musique. Parce que tu vois, la musique, c'est bien, c'est fédérateur, on peut discuter, il y a des sujets, non? Non mais la musique c'est bien, moi je suis d'accord avec toi, c'est un sujet facile, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Ah, c'est fédérateur, c'est fédérateur. Exactement. Et alors, il faudrait aussi quelqu'un, tu vois, qui a des choses à dire. Tu vois, du contenu, un mec qui peut raconter des choses, des histoires, tu vois, et pas juste un mec qui vient qui fasse comme ça, tu vois. Oui, non, mais il faut quelqu'un qui sache parler quoi, tu vois, qui a un peu de bagou, qui a un peu de... qui discute quoi. Ouais. On est là pour ça. Et bien sûr, faut un mec sympa. Qu'on rigole, qu'on se mette bien, que tu vois, qui Donc il y a une bonne ambiance. ait une bonne ambiance. Ouais. Donc voilà, je pense que avec ces 3 critères, on peut trouver quelque chose qui serait bien quoi. Sinon, Ouais. il y a Ramayad. Ramayad. Mais elle a sorti un film, Ramayad? Non. Bon, bah on s'en fout alors. Alors, je reviens, ok? Je reprends 3 critères: musique, bagou, sympa. Hein, c'est là-dedans que tu vois, il faut qu'on cherche un peu là. Ou alors, on oublie ces 3 critères Ouais. et on invite Belkacem Méziane. Oh, banco. Si vous permettez, j'ai préparé quelques questions de mon cru. Je suis prêt. Salut Belka. Ça va? Bah écoute, moi je vais très bien. Ouais, bah moi aussi, t'as vu, je suis plutôt en forme. Moi c'est pas mal, c'est pas mal. Depuis la dernière fois que je t'ai vu, c'est mieux. On progresse. C'est beaucoup mieux. Alors au niveau technique, À niveau technique, alors là, c'est Ouais. carrément. Moi, j'ai jamais vu ça. niveau acting, Ouais, niveau acting, c'est c'est carrément. Alors là, c'est. Non, c'est. on est bien. Hein. On est bien. Il y a un podium, il y a un podium à viser là. Je Même sais au pas niveau lequel. professionnel. Mais au niveau, Tu- ouais. tu t'es-
T'es devenu plus sérieux, plus mature. Par contre, tu vois, je me rends compte de mes erreurs. Ça, c'est important. Il n'y en a pas eu tant que ça pour l'instant. Bon, t'es là depuis 5 minutes. Ça va. Tu me diras. En même temps, en 5 minutes, on n'a pas eu le temps de... On n'a pas eu le temps de faire trop de conneries non plus. Bon, blague à part, ça fait plaisir que tu sois là quand même. Eh ben, ça fait plaisir que je sois là, oui. Parce que c'est un peu chez moi quand même. Pardon. Ah, t'étais déjà venu alors? Ah, Ouais. Oui, c'est l'adresse que je donne à la police en général. T'as souvent affaire à la police, toi? Eh ben, forcément, le Maghreb. Enfin bon, ne rentrons On n'est pas pas là dans pour... non. Écoute, ouais, donc c'est la première, on est content que ce soit toi l'invité. Hein, je suis très content que ce soit moi l'invité. Ouais. Ouais. Sinon, tu serais pas venu. Bah non. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est nous qui sommes venus en plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Écoute, je te propose, parce que justement, le truc c'est que quand j'ai commencé un peu à préparer l'interview, je me suis dit, on va y passer des plombes. On va y placer des plombes déjà, parce qu'évidemment on va dire des conneries, tu vois, là déjà 2 minutes, pour l'instant on s'est dit bonjour. Et aussi l'autre truc, c'est qu'en fait tu fais plein de trucs toi. Moi je fais plein de choses. T'es musicien, Oui. Conférencier, Oui. Auteur. Animateur radio aussi un peu. Animateur radio, pas mal. Même. Il y a pas longtemps, t'étais encore prof. Prof de sax. Ouais. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu réponds à la question tu fais quoi dans la vie? Je suis musicien. Musicien? Ouais. Musicien. Je suis musicien. C'est ce qui prend plus de 50% de mon cerveau. Ouais. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire autre chose. Ouais, mais à la base, je suis musicien. Et donc, donc c'est la musique, hein, de toute façon, qui regroupe musique, tout ça. Ouais. Et on va dire plutôt musique afro-américaine, funk, pas mal. Essentiellement, à la base, funk, soul, parce que ce sont deux musiques qui sont très difficiles à dissocier, on va dire. Et pour raconter un peu le truc, j'ai vraiment grandi là-dedans. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est ça. Comment ça a commencé? C'est un grand frère? C'est particulièrement un, mais bon, en fait, c'est un peu aussi le quartier, c'est un peu aussi les autres frangins, mais il y en a un particulièrement qui s'appelle Mohamed. Hein, comme on s'appelle tous Mohamed, forcément. C'est ça, c'est la base. T'as combien de frères qui s'appellent Mohamed? 3? 8. 8, ah oui, 8, ouais, d'accord. Et des sœurs qui s'appellent Mohamed? Qui s'appellent Mohamed 4. Ah ouais. Elles s'appellent toutes Mohamed aussi. Ah, c'est bien foutu. Hein. Et c'est pas mal, ouais, c'est rapide. Ouais. C'est comme ça, voilà, l'état civil, on n'y va qu'une fois. tu rappelles, t'envoies des SMS. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, donc on a grandi dans des quartiers que vous devez connaître aussi. Enfin, moi j'ai 45 ans, ça c'est important aussi de le dire parce que c'est. Je pensais que c'était plus, tu vois. Quand je te vois comme ça, je me disais. Ouais, je sais, non, mais c'est la fatigue. Et puis c'est la pénombre. Aussi, oui, c'est vrai qu'il fait sombre. C'est vrai qu'il fait sombre chez moi. En fait, à cette époque-là, quand on a entre 8 et 12 ans à peu près, comme ça, on commence directement à écouter du Barry White, du Kool and the Gang, du Shalamar, du James Brown. Donc ce qui fait que moi, quasiment à l'âge de 6-8 ans, j'étais déjà imprégné, vraiment imprégné. Donc ce qui fait que ça a pris une grande partie de ma vie. Je sais pas pourquoi j'adorais aussi connaître les noms des mecs qui chantaient, tout ça. Donc, Et est-ce que tu as eu un morceau ou un moment un peu déclic qui t'a fait dire c'est ça que je veux faire ou pour devenir musicien? Pour devenir musicien, ouais. Alors, ou le truc qui a lancé vraiment ta passion, quoi. Non, avant, je dirais que ce qui a été important, c'est que justement, on était dans un quartier. Alors, je sais pas si tous les quartiers étaient comme ça. On dit quartier aujourd'hui, mais à l'époque, on disait pas ça. Où il y avait 2 ou 3 collectionneurs de disques. Et ça, c'est vachement important. Ça, j'essaye de le préciser une fois de temps en temps parce que c'est la culture qui se faisait dans ces quartiers-là, se faisait par des collectionneurs de disques qui, à l'époque, faisaient des cassettes. Voilà, des cassettes à tout le quartier qu'on redoublait entre nous, etc. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que maintenant, là, c'est un truc. Même toi, là, t'es pas d'une génération où on se copiait les cassettes et tout ça, mais je trouve que c'est un élément important. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu ces 2-3 mecs qui avaient, moi, 15 ans de plus que moi, qui étaient les potes de mes grands frères, tu vois. Donc moi, je les fréquentais pas du tout, mais les cassettes arrivaient à la maison. Il y avait aussi c'était une époque aussi où on avait ça à la radio. C'est-à-dire on avait des radios, il y avait ça sur Énergie, Énergie c'est plus du tout la même chose, mais en tout cas on avait ça on avait des émissions aussi
Et puis il y avait même carrément des radios spécialisées, dont une qui est très connue qui s'appelait Voltage FM, où il y avait vraiment beaucoup de funk. Donc tout ça j'ai grandi avec, mais j'ai grandi aussi dans un quartier pavillonnaire, ce qui fait que j'ai pas grandi en cité. Et c'est tout bête, mais c'est les petits arguments qui font aussi que j'ai rencontré beaucoup, on n'était pas beaucoup de maghrébins dans chaque classe, on avait beaucoup de fils de médecins, d'instit, etc. Ce qui fait que eux étaient plus rock. Ce qu'on dit aujourd'hui qu'on appelle blanc, tu vois, pas du tout ce mot, c'est un blanc, tu vois, c'est n'importe quoi, mais en tout cas des gens qui n'étaient pas forcément maghrébins, qui écoutaient plus de rock, de new wave. Donc j'ai aussi grandi avec ça, j'ai grandi aussi avec le top 50, ce qui fait que pendant des années, chacune de mes rencontres, comme j'étais passionné par la musique, chacune de mes rencontres c'était, j'ai découvert le reggae, le hip-hop, toutes ces choses-là. Et la musique, elle est venue par hasard, par une fille que j'ai connue à l'âge de 21 ans. Connu, 21 ans. Oui, connu. Ouais. Oui, avec la bite. Ouais. Merde. Non, on peut dire des trucs comme ça. On peut dire. Ouais, c'était un petit peu comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. On ne s'est pas parlé. Calmez-vous. On digresse. En tout cas, c'était une personne avec qui je suis sorti pendant pas mal d'années, qui avait un saxophone et qui en jouait très peu, et qui me l'a prêté pendant un petit moment. Et puis quand je lui ai rendu, j'avais aucune intention de faire de la musique, et en fait, elle m'en a offert un. Ah. Et je savais pas quoi foutre de ce truc, quoi. J'avais 21 ans. Ouais, d'accord. Ça m'a fait de ça. Ah ouais, donc t'as pas commencé petit. Pas du tout. À 21 ans, on m'offre un saxophone. C'est-à-dire que moi, si on m'avait pas offert ce saxophone, j'étais amateur de disques, amateur de plein de zik, et vraiment j'adorais la musique, mais j'étais pas du tout parti pour en faire. Donc je l'ai pris, ok, j'ai commencé à jouer un petit peu et tout. Et puis un jour, je suis allé voir un groupe qui s'appelait Taras Bulba. Et je jouais que dans ma chambre avec des potes. De temps en temps, on prenait une salle de répète, on jouait comme ça, mais on faisait des morceaux qui duraient de 2h50, sans plus, tu vois. C'était long. C'était un peu long quand même. C'est répétitif, quoi. Oui, mais c'est comme ça qu'on a appris à faire de la musique. On rigolait, tu vois. Pareil, on amenait des packs et puis on faisait un peu n'importe quoi. Et en fait, ce groupe-là, je suis allé voir un des mecs qui jouait. C'était une grosse fanfare. Enfin, c'est toujours une grosse fanfare, assez mythique même en France et même en Europe, mais surtout en France parce que c'est une association qui accueille des amateurs, des musiciens amateurs comme plus confirmés. Et je suis allé féliciter un gars comme ça, quoi. Il m'a dit, tu fais de la musique, toi? Je lui ai dit, ouais, j'ai un saxophone à la maison. Il m'a dit, mais viens. Je lui ai dit, non, je suis incapable. Moi, je sais pas faire ce que vous faites. Je jouais vraiment nul, quoi. J'étais nul. J'ai jamais pris de cours jusqu'à. Et il m'a dit, non mais justement, Taras Bulba c'est fait pour ça. Et donc je suis allé, j'ai attendu quelques temps, j'ai travaillé un petit peu les morceaux, je suis allé à une première répète, une deuxième, j'ai fait des concerts, et puis au bout de 2 ans de concerts de Taras Bulba, je me suis un peu plus réorienté vers les groupes, mais j'avais aucune intention de vivre de la musique à cette époque-là. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis petit à petit, les choses se sont faites. Mais t'as peut-être une autre question, parce que sinon je peux raconter encore. C'est pas faux. Donc conférencier, c'est pas un truc courant, ça, conférencier sur le funk? Non. Comment t'as eu cette idée? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? C'est l'école dans laquelle j'ai pris mes premiers cours, l'école Atlas. Parce que à 29 ans, j'ai arrêté de bosser. Je bossais dans des petits boulots que j'avais gardés après mes études de sociologie. J'ai gardé quelques boulots, dont un particulier. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit faut vraiment faire autre chose, quoi. Donc je suis rentré dans une école qui s'appelle l'école Atlas. Et le prof qui s'occupait des cours d'histoire de la musique, musique actuelle, pas musique classique, mais plutôt musique actuelle, il a demandé s'il y avait un élève qui se sentirait capable de faire d'animer un cours sur tel ou tel sujet. Donc ça a été ma première conférence. Et toi, donc comme tu disais tout à l'heure, tu lisais les crédits sur les disques, etc. Tu connaissais les années par cœur. Exactement, je connaissais déjà beaucoup de choses. Et puis je lui ai proposé de faire un cours sur la soul et le funk. Et puis j'en ai fait un premier. Puis l'année d'après, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, ils m'ont dit franchement, je crois que c'était bien l'année dernière. Si tu veux le refaire, je l'ai refait. L'année d'après, j'ai eu 2 cours. Un pour la soul, un pour le funk, donc déjà promotion sociale, parce qu'une fois, t'imagines 1h30 pour faire l'histoire de la soul et du funk, c'était carrément impossible.
Et au bout de cette 2e ou 3e année, j'ai dit je vais faire une conférence. Je vais organiser une conférence dans un bar. Et puis j'en ai parlé à des potes et tout, et il y a un pote à moi, Christophe, qui me dit moi je bosse au 9 billards, je fais des mix de temps en temps, les 9 billards qui n'existent plus aujourd'hui. Et je suis allé voir Momo, qui est un type, je sais plus où il est aujourd'hui, mais c'est un mec qui a créé les disquaires après. Ouais, d'accord. Qui est un bar connu. Donc, quand il a arrêté les 9 billards, il a créé les disquaires. Donc, aujourd'hui, c'est plus du tout lui. Mais Momo, c'est un mec que je respecterai toujours parce que quand je suis allé avec mon concept, j'avais un peu pas la trouille, mais c'est un peu bizarre, quoi. Je vais faire une conférence sur le funk. Et il m'a regardé, il me dit, tu sais, nous, on a tout fait dans ce bar. On a tout fait. On a fait des brocantes, on a fait des cours de tango, on a fait des. Donc, ton concept, il ne m'étonne pas du tout. Donc, viens, fais-le. Ah, c'est cool ça, d'avoir un mec ouvert comme ça. C'est ça. Il y en a encore, mais c'est vrai qu'un mec comme Momo, moi vraiment, j'aurais toujours du respect pour ce genre de mecs qui ont des lieux et qui cherchent à en faire des lieux de rencontre. Voilà. Cause un peu. Je lui ai dit, mais t'as fait une brocante dans ton. Il me dit, une brocante, il y a une brocante dans mon bar, quoi. C'est bon ça. C'était mortel. Enfin, c'est vraiment un mec super, et donc qui a créé les disquaires après. Donc ça a été ma première conférence. Il y a eu 50 personnes. Bah, c'est bien déjà, 50 personnes. James Brown meurt 2 semaines après. Donc je suis encore dans l'excitation de ma conférence. C'était une conférence unique, je voulais pas en refaire d'autres. James Brown meurt le 25 décembre. Ouais. Je dis putain, je peux pas laisser ça comme ça. Et donc je dis, je vais revoir Momo, je lui dis, James il vient de mourir, j'aimerais bien faire une... Il m'a dit, Banco, refais une conférence. 50 personnes, pareil, ou 60 personnes. Un mec se lève à la fin de la conférence et il dit, je le connais pas du tout. Il dit, excusez-moi, j'aimerais bien prendre la parole. Il dit, ce qu'il vient de faire là pendant 2 heures, James Brown, c'est un type immense. Il y a personne qui a jamais fait ce que je viens de voir là pendant 2 heures. Et toi, t'es là, tu kiffes ta race parce que tu te dis, mais putain, mon petit boulot à moi, il a quand même réussi à toucher les personnes qui étaient là. Et donc voilà, j'étais assez fier de moi. Ouais. J'en ai fait une 3e sur le P-Funk, je crois, ou Sly. Je sais plus dans quel ordre ça a été. Sly, P-Funk. Et puis à un moment, je me suis dit, allons-y. Moi, je me souviens c'est toi disquaire d'ailleurs, une conférence mythique sur alors je sais plus comment tu l'avais appelé, les femmes dans la soul ou tu te souviens de ça que j'ai redonné que j'ai redonné plusieurs fois. Est-ce que tu te souviens ce soir-là, il y avait Nesrine qui était là. Est-ce que tu te souviens qu'à la fin de la conférence, tu dis un truc bon, est-ce que quelqu'un a une question ou... Et elle, tu te souviens de ce qu'elle a dit ou pas? Tout à fait. Elle a dit mais on n'a pas parlé de Michael Jackson. Exactement. Exactement. Et c'est Nesrine qui est une personne très intelligente, très sensible et très sensée. À qui vraiment c'était. Je ne sais pas. Ça a été une absence totale. Mais je crois qu'elle s'est rendue compte au bout de quelques secondes, entre ta tête, tout le monde mort de rire. Mais on en a tous une anecdote comme ça où on a vraiment dit la chose la plus ridicule de notre vie. Donc voilà, justement, t'étais venu au disquaire, donc ça enquillait avec les disquaires. Et puis à un moment, j'ai trouvé un bar qui s'appelait La Carambole. Ouais, à la Fourche, là, par là. À la Fourche, où ils m'ont contacté par MySpace. Voilà, pour les plus jeunes. Autant dire que c'était pas en 2018. C'était il y a bien longtemps. Et ils m'ont contacté, j'ai fait une première conférence. Et puis à un moment, ils m'ont dit pourquoi on n'essaierait pas de faire un cycle. Et puis d'une conférence tous les 3 mois, c'est devenu une conférence tous les mois. Et il fallait que je trouve un sujet. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a eu 70 sujets développés. Ouais, t'en as fait beaucoup à la Carambole. 70 à la Carambole ou 70 en tout À la Carambole, ça doit être une bonne 50aine. Ouais, facile. C'est ça. Ouais, facile. Facile, pendant des années. Et puis à un moment, j'ai commencé à jouer de plus en plus, vraiment à avoir de plus en plus de concerts, à devenir prof de sax. Ma fille est née à ce moment-là, il y a 5 ans et demi. À un moment, je me suis dit, je pourrais plus assurer un sujet par mois comme je le faisais à l'époque. Et puis, j'en avais plus envie. J'avais envie de faire d'autres choses. Et après, tu commences aussi, tu dois avoir un peu l'impression de tourner en rond au bout de 70 quand même, non? Non, j'avais encore beaucoup de sujets à développer. Pas forcément sur les thèmes, mais sur la forme, quoi. Sur la forme, sur les gens qui étaient là. Au bout d'un moment, ça commençait à m'épuiser aussi un petit peu, parce que travailler un sujet sur 1 mois avec la rigueur que je voulais y mettre et que j'ai toujours voulu mettre aussi dans mes conférences, parce que à l'époque, parler de caméo,
Parler de Rick James, parler de Norman Whitfield, c'était des sujets mais totalement obscurs pour les gens, et j'avais cette quête, et j'ai toujours cette quête encore aujourd'hui, mais d'aller vraiment dans la profondeur. Donc pendant un mois, tu te tapes des dizaines d'interviews, tu cherches partout, et trouver des informations sur Marvin Gaye ou Stevie Wonder, c'est facile. Trouver des informations sur Cameo, crois-moi que ça commence à être un petit peu plus compliqué. Donc c'était épuisant, et puis comme je te dis, avoir une fille, avoir le boulot, j'ai commencé à écrire dans Soulbag aussi au bout d'un moment, tu vois, donc tout a fait que j'ai plus voulu trop le faire, au niveau financier aussi, parce que les bars peuvent pas te payer comme les médiathèques. J'ai commencé à en faire de plus en plus dans les institutions, école, médiathèque, qui te paye un petit peu mieux, ce que je considère légitime pour quelqu'un comme moi qui fait ça depuis maintenant 13 ans, d'être rémunéré à ma juste valeur, entre guillemets, parce qu'il y a sans prétention aucune personne qui a fait le boulot que j'ai fait. Et ça, j'en suis sûr et certain, en tout cas en France. Ouais, non, mais c'est vrai peut-être même aux États-Unis, parce que j'ai communiqué avec certains mecs qui ont écrit des bouquins, qui sont même dans des facs et tout, et les mecs hallucinent des fois sur la totalité des sujets que j'ai englobés. Donc voilà, donc je suis assez fier de ça, et au bout d'un moment, je me disais prendre 150 balles dans un bar, je mérite un peu mieux. C'est pas de la prétention, c'est juste que on vieillit, et puis faut assurer le frigo. Voilà. Et toutes ces conférences, ça t'a amené à écrire le livre. C'est forcément par là que tu as eu cette opportunité, non ? Transition un peu plus forcée. J'ai vu l'heure, hein, je me suis dit merde, putain. Non, mais regardez pas l'heure, ne vous inquiétez pas, ça va. Non, ça va, faites les bonnes. Mais c'est vrai en même temps. Ce que je viens de dire. En même temps, oui. Tu vois, il se fout de ma gueule. Mais non, il a raison. Oui, bien sûr. Je me permets aussi de faire un petit aparté. Ouais, c'est bien. Parce que voilà, les auditeurs ne le voient pas. Hein. Ouais. Mais tout à l'heure, tu t'es quand même servi du livre comme sous-boc. Faux. Alors ça, c'est faux. Si, j'ai vu. J'ai posé ma bière à côté. Mais c'est un livre qui a des tonnes d'utilité. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. Bah écoute, regarde, il n'y a pas de marque. Ah si, putain, t'as raison, j'ai posé dessus en fait. Oui, t'as posé dessus, dis donc. C'est un vieux réflexe. Donc ouais, toutes ces conférences, ça t'a amené à écrire ce livre un petit peu, non ? Alors, ça t'a donné l'envie ou... Non. Oui et non. C'est-à-dire que quand on a commencé cette interview, je t'ai dit que j'étais musicien. Ouais. C'est-à-dire que la première chose que j'ai envie de faire le matin quand je me lève, c'est de prendre mon saxophone et de travailler mes gammes, mes conneries. Voilà. Ça, c'est la première chose que je veux faire, parce que je considère que je suis encore un musicien, je pense être un musicien assez accompli aujourd'hui, mais pas comme j'ai envie d'être. Vraiment, j'ai encore besoin de travail. J'ai vraiment encore besoin de travail, du fait aussi que j'ai commencé tard, tu vois. Donc j'ai encore besoin de ça, et puis j'ai encore la niaque. Donc je suis d'abord musicien, et donc il y avait plein de gens qui me disaient, alors c'est quand que tu vas écrire un livre ? Oui, mais dans une journée, il y a 24 heures. Donc moi, je veux bien un jour écrire un livre, et ça se fera, mais pour l'instant, j'essaye de faire évoluer ma technique, mon jeu, mon réseau aussi, jouer de plus en plus, etc. Ce que j'ai réussi à faire, et en fait, comme je travaille pour Soulbag, un jour, Soulbag m'a demandé de participer à une émission au nom de Soulbag, donc j'y suis allé. C'était une émission qui s'appelle La Source, où il y a le concept, et c'est un morceau original, je t'ai entendu une reprise, là-bas. Tu m'as entendu, ouais. Une reprise et un sample. Et en fait, il y a 3 invités, donc moi j'étais là pour parler de l'original, c'était Dionne Warwick, Walk On By. Nicolas Rogès, qui est un auteur d'un bouquin qui s'appelle Move On Up, sur l'histoire de la soul, lui il était là pour parler d'Isaac Hayes, de la reprise de Walk On By, et un troisième dont j'ai plus le nom, le pauvre, mais il était très 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 cultivé en hip-hop, etc., qui était venu pour parler de Beyoncé. Donc on fait une super émission, etc. On sort de là, on prend le métro avec Nicolas Rogès, qui est donc cet auteur sur la soul music, et puis voilà, on échange un peu dans le métro, et puis je dis moi, en plus de la soul, j'adore P-Funk, Prince, Cameo, etc. Moi, c'est vraiment ma cam. Il me dit, moi, c'est moins mon truc et tout. D'ailleurs, mon éditeur, Le Mot et le Reste, il m'avait demandé d'écrire un bouquin sur le funk, et je m'en sentais pas capable. Et là, t'as fait Exactement, les yeux ils ont fait comme ça. J'ai dit pop, attends, qu'est-ce que tu me racontes? C'est toujours d'actualité ton truc là? Et il me dit il cherche toujours et tout. Il me dit tu te sentirais capable toi? Tout ça dans le métro en ligne 9.
Et je lui dis, mais chaud, grave. Je lui dis, tu peux m'envoyer le contact? Il me dit, ouais, je l'ai pas là sur moi, mais je te l'envoie ce soir. Le soir même, il m'envoie le contact. Je les appelle le lendemain. Je savais pas que c'était par cette émission-là, c'est marrant ça. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, de monsieur Raphaël Dacruz, qui est un excellent présentateur et qui a sorti un bouquin autour du hip-hop. Alors c'est la PCDR du son, le site dans lequel il bosse, je sais plus le bouquin, c'est Obsession Rap. Voilà, ça s'appelle. Je fais de la pub parce que déjà j'adore ce gars-là. Et c'est un vrai passionné de zik en général et un vrai connaisseur de hip-hop. Donc ce mec-là nous avait invités. Et donc j'ai appelé Le Mot et le Reste le lendemain. Finalement, je leur ai envoyé mes chroniques. Ils ont dû googliser, je sais pas comment on dit aujourd'hui, voir un petit peu qui j'étais. Ils ont dû voir un peu que je faisais des conférences. Enfin, moi, je leur avais dit que je faisais des conférences et tout. Et puis, au bout de 4-5 jours, je leur ai envoyé des chroniques. Puis, au bout de 2 semaines, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, franchement, c'est vachement bien. Donc, banco, on y va. Donc, on s'est vu en septembre 2018. Septembre 2018 pour signer le contrat. Et puis j'ai écrit le bouquin en 5-6 mois, quoi, maximum 6 mois. Et puis ça marche bien, non? Ça marche très bien pour ce que c'est. Ouais. J'ai vu que tu as vu une critique incroyable dans Téléstar Jeux. Exactement. Ouais. Exactement. Téléstar Jeux. Ils en ont dit du bien, les mecs. Ils en ont dit du bien. Ouais. J'ai eu Rolling Stone aussi. J'ai eu Jazz Mag par monsieur Fred Guati, j'ai eu Funk You par Christophe Jedin, j'ai eu un classement dans Rock and Folk j'étais 3e dans un classement de 5 des meilleurs 5 bouquins sur la musique. Sur un mois, pas sur toute l'année, c'est déjà pas mal. Voilà des beaux petits trucs, Nova. Et puis d'autres sites, et puis d'autres petites radios, d'autres petits podcasts, une radio à Colmar, voilà, j'ai rien négligé. J'ai vraiment rien négligé, j'ai fait beaucoup de signatures, j'ai fait une grosse promo par moi-même, parce qu'un éditeur peut faire une promo, mais au bout d'un moment, il y a d'autres bouquins qui sortent. Ouais. Ils sortent beaucoup de bouquins sur la musique, mais aussi beaucoup de romans, des essais philosophiques, etc. Donc sur un mois, ils ont je sais pas combien de bouquins qui sortent. Donc ils peuvent pas se concentrer sur ma promo, et ça, je l'ai pisté direct. D'où les fameux montages photos. D'où les fameux montages photos qui ont énormément fait vendre le bouquin. Je te promets que c'est vrai. Les retombées chiffrées de cette action, tu as ça ou pas? Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, et j'en rencontre encore, j'en parle encore, et qui me disent on a vu ta promo sur Facebook, c'était vraiment très rigolo. Au bout d'un moment, peut-être un peu trop. Parce qu'au bout d'un moment, ça devenait vraiment n'importe quoi. Mais c'est vraiment un bouquin ou c'est une connerie, ce truc-là? Alors, on n'a pas dit le titre depuis tout à l'heure, ça s'appelle On the One. Exactement. L'histoire du funk en 100 albums. Le Mot et le Reste, ils en font beaucoup de cette série-là, 100 albums sur le rock, sur le rap, sur le rap français, etc. Mais il y a un petit truc que j'ai noté qui est différent par rapport aux autres, enfin peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien vu les autres, mais j'en ai vu quelques-uns quand même, c'est qu'au début, t'as genre, je sais pas, ça doit être 40 pages, on va dire. Ça rentre pas direct dans premier album, mais t'as 40 pages qui est un peu l'histoire du funk, quoi. Et ça, c'est assez rare, en fait, dans cette série-là. C'est assez inspiré aussi du bouquin Move On Up de Nicolas Rogès. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai dit à l'éditeur, pardon. J'ai dit que je voulais faire le même bouquin. Enfin, pas le même, mais en tout cas, sur le exactement. Ils ont rien vu. Je vais prendre le même choix, les mêmes albums, le même titre. Et puis je vais me faire appeler Nicolas Rogès. Non, pardon. Non, j'adore ce gars-là. En plus, il est exceptionnel. Et il a fait un super bouquin. Et justement, je trouvais que c'était vraiment bien de mettre une introduction, d'expliquer ce que c'était que pas d'expliquer, ou en tout cas de décrire un petit peu l'évolution du funk, les principales caractéristiques, le groove. C'est tout bête, mais il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit putain, maintenant je vois ce que ça veut dire le groove, quoi. C'est tout bête, mais j'avais envie d'expliquer ce genre de petites choses. Le one, voilà, le premier temps de la mesure, j'en ai pas écrit des tonnes dessus, j'ai écrit, je sais pas, 10 lignes maximum, mais juste d'expliquer ce genre de choses, d'expliquer que bien sûr James Brown on le savait aussi, mais qu'il y a d'autres gens aussi autour qui ont fait ça, parler de l'influence du rock, du hard bop, d'Art Blakey, Horace Silver, etc. C'est des choses
Si je peux juste ouvrir un petit peu la réponse, c'est que j'ai mis mon avis de musicien dedans aussi, donc je sais un peu analyser aussi ce que c'est qu'un morceau de funk et un courant musical, mais j'ai aussi mis toutes les expériences que j'ai eues, c'est-à-dire que je suis musicien, je travaille avec des jeunes qui ont 20 ans, avec des mecs qui ont 60 ballets, j'ai rencontré beaucoup de collectionneurs de disques, j'étais sur des forums, etc. Donc tous ces avis-là, ils sont un petit peu dedans, c'est-à-dire que des mecs qui écoutent du funk de 78 à 82 n'en ont rien à foutre d'Art Blackie, ils te disent le rock, voilà, le rock ça n'a rien à voir, ça groove pas. Donc moi je pense avoir fréquenté beaucoup de monde, avoir parlé de funk avec beaucoup de monde, et à mon avis un petit jeune de 20 ans n'en a rien à foutre de Cameo, certains qui sont dans le pur funk n'en ont rien à foutre de l'électro, alors que tout ça pour moi c'est lié, et j'ai voulu un petit peu mettre un petit peu toutes les rencontres que j'avais eues, tous les avis que je connaissais. Donc il peut y avoir du Snarky Puppy, du Dr. Dre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as réussi à mettre des albums des années 60 jusqu'à 2018, je crois, 2018, le plus récent. 2018, ouais. Voilà, 2018. Avec des mecs qui sont pas forcément tout de suite catalogués funk. Il y a même un gars que je ne nommerai pas, mais qui m'a dit j'ai pas compris ton propos. Alors il a le droit, il n'y a aucun souci, mais je pense que mon propos c'est le propos de plein de gens. C'est-à-dire que quand je joue, je travaille avec un petit collectif, de temps en temps on fait des jams au New Morning. Les gars ont entre 20 et 30 ans maximum, le plus vieux doit avoir une trentaine d'années, c'est moi le papy là-dedans limite. Pour eux c'est Snarky Puppy, c'est Roy Hargrove, c'est RH Factor le funk pour eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est Dame Funk, c'est Mono Néon. C'est pas un vieil album de Rolls Royce. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire faire un livre sur le funk en disant c'est Rolls Royce, c'est Cameo, c'est machin. Ok, c'est eux parce qu'ils sont dedans aussi, mais c'est aussi Dr. Dre, parce qu'à une époque les gens ils chopaient Let Me Ride, ou ils chopaient What's My Name de Snoop Doggy Dogg, ils connaissaient pas du tout ce que ça pouvait être derrière, et on leur disait que c'était George Clinton. Mon pote Boris, lui il me faisait des cassettes de J-Funk, et moi je lui faisais des cassettes de P-Funk, tu vois, donc on s'échangeait ces choses là. Finalement c'était les mêmes morceaux en plus. Et finalement c'est les mêmes morceaux. Finalement c'est juste qu'il y avait du rap dessus, mais Jamiroquai par exemple. Puis, j'ai eu une discussion avec un pote à moi, Frédéric Adrian, qui est un peu taquin des fois, j'adore ce gars là, mais qui me dit pourquoi Jamiroquai, et je lui dis c'est pareil, tous les gens, tous mes potes qui sont arrivés, qui écoutaient Nirvana et tout, et qui du jour au lendemain ont commencé à écouter du Jamiroquai, et ça leur a ouvert les oreilles vers le funk. Donc pour moi c'est un personnage très important. Voilà. Et donc justement, c'est marrant parce que tu vois, j'ai même pas besoin de poser les questions, tu parles tellement que tu réponds à toutes mes questions. Donc il y a ce côté, justement, t'as choisi plein de trucs un peu limites, donc t'as parlé de certains trucs, mais il y a aussi par exemple, moi j'ai noté Band of Gypsies. Oui. De Jimi Hendrix. Bien sûr. Il y en a plein qui vont dire Hendrix c'est pas du funk. Et Hendrix pour moi il est juste derrière James Brown et Sly Stone, quoi. Parce que Funkadelic n'existe pas s'il n'y a pas Jimi Hendrix. Ohio Players n'existe pas, Prince n'existe pas, le black rock de Cameo, tout ça n'existe pas s'il n'y a pas Jimi Hendrix. J'ai vu aussi On the Corner de Miles Davis. The Corner, c'est ultra funky. Ultra funky. Alors il y a un autre truc, mais t'en parlais tout à l'heure, c'est funk soul, tu vois, quand tu mets Curtis Mayfield, t'as des mecs qui vont te dire mais Curtis Mayfield c'est de la soul. Pareil. Tu dis j'en ai rien à foutre. Beautiful Brother of Mine ou Underground, qui sont sur l'album que j'ai mis, exceptionnellement funky. C'est Blaxploitation à donf, même si c'est pas une BO, c'est ultra funky, des wah-wah dans tous les sens. En fait, le fait d'avoir rajouté aussi l'introduction, c'est-à-dire que il faut lire le truc de manière globale. C'est-à-dire funky, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et je pense que, moi, j'aurais pas pu faire ce bouquin sans mettre Curtis Mayfield. C'était pas possible. Il y a Janet Jackson. Il y a Guy, forcément. Mais en fait, le truc aussi, c'est que la personne qui va prendre le bouquin en tournant les pages en disant Guy, c'est de la New Jack. Ok.
lis la chronique. C'est ça que j'ai envie de lui dire. C'est une continuité. Donc c'est un peu comme ça que j'ai tracé le bouquin. Ouais, c'est ça. Le bouquin, c'est l'évolution. C'est l'évolution du funk. C'est pas. Il y en a plein qui me disent il n'y a pas assez de boogie 80. Oui, parce que toi, tu t'as pas trouvé assez de boogie. Mais c'est pas la question. Il y a Shalamar, il y a les Whispers. J'ai mis Kashif, j'ai mis plein d'autres choses qui sont boogie. Mais c'est plutôt pour expliquer aux gens que pour moi, entre James Brown et Amp Fiddler, le dernier album, pour moi, il y a un lien grave. Alors, on tourne autour depuis tout à l'heure. Alors, je sais que la légende raconte que si on pose la question, c'est qu'on n'est pas funky, mais c'est quoi le funk ? Alors, c'est beaucoup de choses. Achetez mon livre. Alors, mal, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. non, je vais aller un peu plus loin, mais le funk, c'est une évolution de la musique noire américaine qui arrivait au milieu des années 60. Ça, c'est pour le style commercial et l'étiquette qui est arrivée par les fusions du rock, du jazz, de la soul music. Vraiment, ça a été une période aussi où blanc et noir ont commencé à s'échanger des choses un peu différemment. Ils se sont toujours échangés des choses, mais un peu différemment. Les évolutions technologiques aussi ont fait que... et puis l'évolution du business, c'est-à-dire que à la tête de Columbia, à la tête de Sony, à la tête de toutes ces grosses majors, on sait très bien que il y a du pognon à se faire avec un style de musique. Donc, on le met en avant. De mettre une étiquette. Voilà, de mettre une étiquette. Donc, forcément, si James Brown, ça marche, George Clinton, ça marche, Sly Stone, ça marche, etc., on met du pognon. Mais dans le fond, le funk, c'est quelque chose qui existe déjà depuis le gospel, depuis le negro spiritual, c'est-à-dire jouer de manière très instinctive, avec bien sûr une connotation sexuelle importante. Jouer funky, c'est réussir à mettre 5-6 mecs ensemble dans une salle et puis de faire jaillir un groove, une énergie qui peut durer 2h50 comme nos jams de l'époque. Mais t'étais déjà funky à l'époque. J'étais déjà funky à l'époque, tu vois. Ouais. Mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est pour ça qu'en The Corner de Miles Davis, pour moi, il est très funky parce que c'est du jam, il y a de la wah-wah, il y a tout, il y a des lignes de basse de malade, des beats de malade, et je pense que qu'il y a vraiment une différence entre ce que c'est que philosophiquement le funk et ce que c'est que commercialement le funk. Voilà, il faut vraiment voir deux choses différentes. C'est large, c'est vraiment très large. Mais en tout cas, voilà, j'ai donné un petit peu quelques pistes, mais achetez mon livre. Voilà. Et la suite, c'est qu'il y a un deuxième livre. Il paraît qu'il y a un deuxième livre qui va arriver, ouais. Disco Fever, c'est ça ? Ouais, mais ça, non, ça s'appelle Night Fever. Ah, j'étais pas loin ? T'étais pas loin. T'étais pas loin, mais. Qu'est-ce que j'ai. Pourquoi j'ai. Ouais, bon, bah. Night Fever. 100 mais hits qui ont fait le disco. Il s'appelle comme ça. Ah, pardon, c'est pour ça que j'ai tout mélangé. Il sort le 23 avril. 23 avril. Exactement. Alors, ce qui est marrant, c'est que souvent, on oppose le funk et le disco. Et toi, tu passes de l'un à l'autre comme ça. Oui. D'ailleurs, il y avait déjà, je l'ai pas dit, mais il y a déjà Chic aussi dans The One. Ah bah oui. Je dis comme ça, je dis pas que t'as tort. Il y a Chic. Ah non, mais en fait, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que, je vais faire mon connard, mais je pense pas du tout ce que je vais dire. C'est. T'es pas d'accord ? Écris un bouquin. Mais ça, vous pouvez l'enlever au montage si vous voulez. Non, on garde tout. Voilà, vous gardez tout. Mais enfin, tout ce qu'on enregistre. Parce que je suis d'accord avec tout ce que j'ai dit moi-même. je suis d'accord avec moi-même. Mais le truc, c'est que t'as envie de dire aux gens, j'ai pas fait un bouquin pour dire qu'est-ce que j'aime. Ouais. Sinon il n'y aurait pas ces albums là, il y en a certains, je te dis pas que j'écoute tous les jours l'album de Janet ou l'album de Guy, ça c'est clair et net, c'est pas. Mais en tout cas il y a forcément cette part de disco. Et comme il y a la part de hip-hop un peu plus loin, parce que si tu veux on va pas parler un petit peu plus du bouquin Night Fever, ce qui sort le 23 avril, forcément. Dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas ? Mais c'est comme à un moment, quand on écoutait les albums de Gap Band, de P-Funk All Stars, de Cameo au milieu des années 90, ou Earth, Wind & Fire, les gars pouvaient pas éviter cette touche hip-hop R&B ou New Jack, parce que c'était ça le moment. Donc on les a critiqués quand ils ont fait du disco, et dans les années 90, on les a beaucoup moins critiqués quand ils ont fait du hip-hop. Et ça, pour moi, c'est un petit peu malhonnête, je trouve, par rapport à ces gens-là qui ont 40 ans de carrière, parce qu'ils ont forcément goûté un peu au disco, qui était
la musique des années 70 à ce moment-là, qui était un truc qui était inévitable. Inévitable. Donc Night Fever, voilà, c'est mon prochain. Et il y a Earth, Wind & Fire dedans ? Il y a Earth, Wind & Fire. Je parle d'Earth, Wind & Fire comme un groupe qui n'est pas disco. Ah, c'est bien. Et justement, je l'ai choisi parce qu'il n'est pas disco. Du coup, t'as mis Led Zepp aussi ou pas ? J'ai pas mis. Et est-ce qu'il y a, pareil, une espèce de continuité, d'évolution, ou du coup, pour le disco, c'est plus réduit dans le temps ? Ou tu vas parler de Daft Punk et des choses comme ça ? 72, 2018. Ouais, c'est ça. Voilà l'amplitude chronologique, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, c'est bien comme mot. Ouais, c'est pas scientifique. Ouais. C'est-à-dire que quand tu dis ça à un mec, il pense que tu parles soit il le comprend direct, soit il se dit, soit il va chercher dans le dico, mais il a pas le temps. Donc c'est le 23 avril qu'on saura tout ça. 23 avril, exactement, que vous saurez tout ça. Après, on peut en parler rapidement. Il y a énormément de choses qui ont rapport avec la Philadelphia Soul. C'est-à-dire la musique de MFSB, Kenny Gamble, Leon Huff, Leo J, Steady Pendergrass, tous ces gens-là qui sont ce qu'on appelle les créateurs au niveau musique. Il y a du Barry White, il y a du Buanon, il y a Chic forcément, parce qu'ils sont vraiment pile entre les deux. Mais il doit y avoir du français, hein, peut-être un peu plus que dans il y a du français, il y a Céron forcément qui est inévitable, qui est un des plus grands producteurs de cette époque. En français, il y en a, et puis il y a Daft Punk, forcément, parce que pour moi, c'était aussi important d'aller jusqu'aux années 2018. Il y a de la high energy, beaucoup. Une musique qui peut rebuter. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que quand tu es en train d'écrire le bouquin et que tu te dis oh putain, ça, il y en a plein qui vont se le prendre dans la gueule, quoi, tu vois. C'est mortel, en fait. C'est mortel, c'est-à-dire que tu sais très bien que tu vas être attaqué, mais en tout cas critiqué sur tel ou tel... mais qu'en fait, avant que le mec il vienne te critiquer, il va falloir qu'il ait des arguments. Voilà, il faut qu'il le lise. Je sais pas si on était sur la question, mais en tout cas... Voilà, mais en tout cas, tu as répondu. Exactement. Écoute, je te propose de passer à la suite. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a du lourd derrière, attention. Il prend du LSD, frappe sa femme, se coupe le sexe et saute par la fenêtre. Nous étions sans nouvelles de lui depuis un mois. Je comprends maintenant pourquoi. Alors, on est dans la rubrique Actu. Alors, Actu, on va parler un petit peu moins de musique, malheureusement. Mais on va balayer un petit peu l'actualité. Sortant une émission en janvier, on va balayer l'actualité de décembre. Alors, on pourrait parler des grèves, on pourrait parler des fêtes. Mais c'est un peu trop classique. On va plutôt parler des faits d'actualité un petit peu, je dirais, inhabituels. Des faits divers alternatifs. Un petit peu C'est alternatif. Les infos alternatives, quoi. Donc on va balayer tous ces événements un petit peu cocasses et parfois glauques qui se sont passés le mois dernier et essayer de voir lequel nous a le plus... marqué, le plus touché. Voilà. Donc on a fait une petite sélection. On s'est permis de balayer, de faire déjà une présélection, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en décembre. Donc on peut discuter un peu de ces choses-là. Et le but, c'est que toi, en tant qu'invité, tu choisisses le fait du mois dernier. D'accord ? Le fait du mois, quoi. Voilà. Et là, c'est à moi de répondre. Non, est-ce que tu as compris déjà ? Oui, bonjour. Non, c'était pour être sûr, merci. Check. Vas-y, pardon. 1, 2. Alors commençons tout de suite par le premier petite actualité. Donc, elle transportait son poney dans sa voiture sans permis entre Marseille et La Ciotat. Alors, quelques petites précisions s'imposent. Dans l'article, on cite même la présence inhabituelle de ce poney sur le siège passager. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque un petit peu, ça, le transport d'un poney ? Là, on est dans l'actu forte, quand même. Ouais, on est dans l'actu forte. Là, on est sur des événements qui ont marqué l'actualité. Je pense qu'on est dans un monde qui est en train de se barrer tellement que ça, c'est limite, on est pas mal déjà. On est déjà à un gros niveau intellectuel. Ouais. Il y a bien pire. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tu peux faire tout et n'importe quoi, tu t'es même pas choquant, quoi, en fait. Ouais. Voilà. C'est un peu ça que ça m'inspire. Non, parce qu'en fait, j'en vois beaucoup des nouvelles comme ça. Je suis aussi Facebook, machin, j'en vois des trucs.
ce qui est plaisant, c'est l'humour. C'est que ça ne s'arrête jamais. Voilà, et c'est que ça ne s'arrête jamais. Et que tu te dis qu'on est dans un monde où il est possible que quand même la meuf se lève le matin et se dise qu'elle allait mettre un poney. Ce que je trouve très fort dans toute cette situation-là, c'est pas tant la situation en soi, tout peut arriver, mais c'est plutôt d'essayer de se mettre dans la peau des gens qui ont vu ça, parce qu'elle s'est fait arrêter du coup par les forces de l'ordre, par les policiers. Et on se met dans la peau de ces policiers qui sont là et qui voient passer cette petite voiture sans permis avec un poney à l'avant. Je pense qu'il y a un petit moment de doute, non. Non, mais c'est beaucoup plus entre guillemets intéressant, ou en tout cas ça en dit beaucoup. Vraiment, ça en dit beaucoup, quoi. Ça en dit beaucoup. Et aujourd'hui, les possibilités, mais elles me choquent pas plus que quand Ribéry, qui est quelqu'un de connu, fait des photos de lui avec une côte de bœuf dorée, en plaqué or. C'est absolument n'importe quoi comme elle. mais lui, il a peut-être le droit parce qu'il est Ribéry. En plus, je l'aime bien ou je l'aime pas, j'en sais rien. En vérité, je m'en fous de ce mec-là. C'est pas lui que c'est le truc qui m'est venu en tête. Mais en plus, il m'est pas désagréable, ce mec-là. Mais en tout cas, voilà, on est dans un monde aujourd'hui où on a tellement fait de choses, plus rien n'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Parce que j'ai bien répondu. C'est bien, c'est très bien. Donc souviens-toi, poney. Pour finir quand même, parce que pour la conclusion de cette histoire, les policiers se sont contentés d'un simple rappel à la loi. Il n'y a pas eu de poursuite. Donc il y a vraiment une loi qui interdit de faire des 2 mètres. Parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont bossé et qui ont été payés pour faire une loi qui dit interdit de mettre son poney devant. Non, je pense pas que tu aies le droit d'avoir des animaux en liberté dans une voiture. Non, parce que le rappel à la loi, il faut que la loi existe. Mais cette loi n'existe pas. En réalité, elle n'existe pas, cette loi. C'est juste qu'il y a du danger. Eh ben, bien sûr. Est-ce qu'il y a une loi contre les poneys en voiture? Le début, est-ce qu'il y a... Pardon. Je suis obligé de la faire, celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Tu vois, ça t'a coupé. La deuxième actualité du mois dernier, je vais renverser ma bière. C'est la maison de retraite fait venir des Chippendales pour divertir ses pensionnaires. Mais ça aussi. Alors pour se resituer un petit peu le contexte, ça se passe en France et ça se passe dans la maison qui s'appelle le Jardin des Orchidées. C'est un bon nom de maison de retraite, ça. Il doit y en avoir une bonne centaine en France qui s'appelle comme ça. Et donc du coup, ils n'ont pas mis chrysanthème, ça casse l'ambiance quand même. Le jardin des chrysanthèmes. Merde. Oh merde, je vais foutre ma mère au jardin des chrysanthèmes. Putain. Bon, pardon. Allez-y, excusez-moi. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est l'administration qui voulait également essayer de respecter un peu plus la parité. Parce que dans les spectacles qui sont diffusés habituellement, ils mettent plus souvent en scène, je dirais, des femmes court vêtues, plutôt que des jeunes hommes à demi-nus. D'accord. Donc il y a toute une démarche. C'est l'égalité des sexes. Faut qu'il y ait autant de mecs à poil que de meufs à poil. D'accord. Voilà. Donc c'est assez. Je pense qu'on peut le dire, c'est à noter. Ouais. C'est à noter. Il y a du sens quand même. Bon, enfin bon, c'est quand même des petites vieilles qui ont tripoté des mecs musclés pendant 2 heures, quoi. C'est ça? Bah, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est mieux. Mais c'est vachement bien. Ouais. Il faut faire ça. C'est quoi? C'est vrai que on ne parle pas des retombées que ça a eu. Ouais, c'est vrai. Ah, je peux te dire qu'elles s'en souviennent encore. Là. Elles en parlent encore. Ah bah oui. Ouais. Elles attendent la prochaine même. Ouais, elles ont pris du plaisir, ces personnes-là, à voir ce spectacle. J'imagine, mais c'est ça, voilà, ça nous manque. Eh ben, qu'est-ce qu'on va juger quoi là-dedans? Ça va. J'en ai rien à foutre, moi. C'est cool. Elles ont fait ça, c'est bien. Bon, bah, c'est bien. C'est des gens qui savent qui ils sont, quoi. Ouais, entre adultes consentants. Voilà, c'est ça. Ou qui savent même plus ce qu'ils sont. Non, c'est vrai. Mais voilà, tu fais sadomaso, scato, ce que tu veux. Rien à foutre, ça, c'est pas le problème. C'est quand ça touche les petits, c'est pas bien. Voilà. Alors, prochaine actu. Donc, ils distribuent de la weed dans la rue, car c'est Noël.
Il passe dans quelle heure? C'est quoi le. Parce que. Donc c'était un homme de 67 ans qui distribuait de la weed, voilà, et il disait joyeux Noël, joyeux Noël. Bon, alors il s'est fait arrêter, hein. Mais il a été libéré le lendemain, ça c'est l'essentiel. Un symptôme. Alors, est-ce que tu peux donner la date? C'était quel jour? C'était 2 jours avant Noël. Ouais, c'est ça. C'était le 23 décembre. Donc le mec dit c'est Noël, le 23 décembre, déjà, bon. Et il distribue de la bœuf, ça te... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je comprends pas, c'est son point de vue, en fait, par rapport à la vie. Parce que moi, je ne ferai jamais ça. Mais comme je t'ai dit, si tu me donnes son nom et ses heures de passage, parce que le facteur, je le vois. Hein. J'ai la fenêtre. Hein. Mais lui, tu l'as pas vu. Lui, je l'ai pas. À mon avis, j'étais concentré sur autre chose. Hein. Mais voilà, c'est tout ce que ça peut m'inspirer. Et le mec, il a de la weed comme ça à donner. Bon, c'était pas en France, hein. C'était où? C'était en Californie, c'est ça? En Californie. Ah bon, oui, là-bas, ils en ont beaucoup. Hein. Ouais, ils en ont plein. Ouais. J'y suis allé une fois, c'était pas dur. Hein. On a voir. Hein. Ouais. Donc l'info suivante, on rentre un petit peu plus dans le dur. Ah. Le pasteur confond essence et eau bénite. Explosion meurtrière au Nigeria. Donc déjà, quand on a un titre comme ça, on sent que l'info est à la fois grave, mais aussi hautement improbable. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est quand même dur. Ouais. C'est quand même dur. Tu crois pas? Tu confonds pas de l'eau bénite et de l'essence. Mais alors, c'est pas tout. Parce que là, on sent un petit peu le côté un petit peu dramatique. Enfin, je sais pas. C'est vrai que... ou pas? Bah écoute, je sais pas moi. Bon bah voilà. Je pense qu'il faut savoir aussi toute l'histoire. Ça se passe lors d'un service de guérison, en plus. Et en fait, voilà, il a jeté de l'eau bénite pour lui sur les fidèles. Bon, c'était de l'essence. Alors, évidemment, donc, on sait très bien que dans une église, chapelle, on a des bougies. Hein. Donc l'essence et les bougies, on voit ce qui se passe. Donc il y a une énorme explosion. 2 fidèles décédés, le pasteur grièvement brûlé, mais c'est pas tout. L'église, s'est embrasée à la suite de cette explosion. Le feu s'est étendu jusqu'à un gazoduc voisin qui a explosé. Donc alors là, on est quand même sur sur de la sacrée. Mais tu crois pas? Celle-là, tu votes fake, toi? Fake. Moi, c'est le gazoduc qui m'a convaincu. Aussi paradoxal que ça puisse être, parce que je me dis, à quel moment tu rajoutes un gazoduc dans l'histoire? Ça va trop loin pour que ce soit faux, c'est ça? À quel moment tu te dis, il y a l'essence et l'eau bénite, bon déjà, tu commences là-dessus, tu te dis, c'est bon, j'arrête. Et à la fin, tu finis par explosion d'un gazoduc. À moins d'être un film de Michael Bay, tu te dis, c'est trop gros pour... C'est trop gros pour être inventé? C'est bizarre comme façon de penser, mais C'est trop gros pour être inventé, c'est ça que tu dis? C'est ça que je dis. Non. Non, moi je peux inventer des trucs beaucoup plus gros. Ouais, non, les mecs ils bossent. Hein. Attends, merde. Non, moi je pense que c'est vachement vrai en fait. Donc, vrai ou fake? Non, vachement fake en fait. On ne sait plus. On ne sait plus. Non, enfin vachement vrai qu'il y ait des mecs qui peuvent créer ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vachement vrai qu'il y ait des mecs qui peuvent faire du fake. Ouais. Mais là c'est pareil, c'est un pic de l'émission là. Là c'est un peu. Mais là, on a battu le pic d'audience de tout à l'heure, tu crois? Je pense. Là, on y est là. Je pense qu'on est très haut là. Moi, je crois qu'on va s'en servir pour le teaser, ça. Ça, c'est dans le teaser. Ça. Ouais, ok. Donc il faut que je dise ce que je. Laquelle t'as préférée, ouais. Les maisons de retraite et les Chip 'n Dale. Mais c'est vrai que cette pro-là, c'est pas la fin de la maison de retraite. On peut encore s'amuser, voilà. On n'est pas obligé de jouer au bingo. Ouais. Hein, voilà, c'est un petit peu le... Mais non, bah écoute, moi j'aime beaucoup ces infos-là. En fait, non, j'aime pas du tout ces infos-là en fait. Vas-y, mais dis-nous vraiment ce que t'en penses. Hein. Non, c'est-à-dire que je passe complètement à côté de ce type de news, même si elles me font rigoler quand je les vois passer, mais non, je vais pas du tout vers ça en fait. D'accord. Ouais, ça me fait perdre beaucoup de temps. En fait, au final. C'est-à-dire que même des infos un peu plus importantes, c'est-à-dire Mélenchon vient de dire ça, ou Alain Juppé, ou j'en sais rien, même ça ne passe pas. C'est pas de cette manière-là dont j'ai envie d'apprendre
comment ça avance dans le monde. Mais sinon c'est fun, sinon c'est rigolo. T'es en train de nous dire qu'on t'a fait perdre un peu de temps là, c'est ça ? Tout à fait. Ouais, d'accord. Eh ben écoute, on va se... Je réponds toujours. Ah mais t'as bien raison. Bah, attends, moi si je pose les questions, c'est pour avoir des réponses ouais, sûr. Allez, on va passer à la suite alors. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Comme tu as pu l'entendre, on va faire un duel. Ça te fait peur ? Non. Mais en fait, ça va pas être un duel entre nous. Ou contre le virus, là, non, ça va pas être ça le duel. En fait, on va choisir. Guillaume, je suis totalement avec toi. Franchement, je me désolidarise de ce qu'il vient de dire. J'ai dit. Ah, mais c'est son petit surnom, c'est pour ça. Ah, non, c'est pas. Non, c'est dégueulasse. Ah, non, c'est dégueulasse. Complètement. Donc, en fait, cette fois, on va choisir 2 personnages qui ont existé, des gens très connus, tu vois. Mais la prochaine fois, si on refait un duel, on pourra choisir, tu vois, des événements, des albums, des looks. Oui, parce que je sors un livre le 23 avril qui s'appelle Night Fever, les 100 hits qui ont fait le disco, pas les 100 hits. Ouais. 100 hits choisis. Et donc, voilà. Donc, c'est pour te dire qu'on se revoit en avril. À ce moment-là. Parfait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ces 2 personnes. On va d'abord discuter un petit peu, tu vois, de ce qu'elles ont fait, etc. Et après, il va falloir trancher et voter pour l'une ou pour l'autre, d'accord ? Donc on est 3, donc on aura forcément un vainqueur. Et je te préviens tout de suite, j'ai pas encore annoncé le duel qu'on allait faire, mais il n'y a pas de « Ah non, je peux pas choisir entre mon père et ma mère », tu vois, pas de conneries comme ça. On est à la fin, on est obligé de voter, ok ? Ok. Donc on va faire un duel, et je suis content que ce soit avec toi qu'on le fasse, entre Prince et Michael Jackson. D'accord ? Oui. On va d'abord discuter un petit peu. Moi j'ai pris quelques notes un petit peu pour parler des personnes, et après, bien sûr... Tu connaissais rien du tout. Non. Et d'ailleurs je les confondais. Je ne savais pas lequel était... Je crois que c'était qu'un seul mec, moi. Donc, Michael Jackson, il a commencé très jeune, le petit. Et avec les Jackson 5, donc, il a quand même sorti 10 albums. On est d'accord ? Je les ai pas. Enfin, oui, sans doute, oui. 10 albums, oui, donc entre 69 et 75. Donc 69, il a 11 ans. Oui, d'accord. 11 ans. Les dates, oui, mais après le nombre, je sais plus. Voilà. Donc 11 ans en 69, quand même. Donc le mec commence sa carrière professionnelle à 11 ans, et puis c'est un petit succès, ça marche. C'est numéro 1. Il sort aussi 4 albums solo chez Motown. Après, donc quand il part de Motown, il sort encore 5 albums avec les Jackson, The Jacksons. D'accord. Et après, entre 79 et 2001, il sort 6 albums solo, ok ? Il y en a 6 déjà entre... Ouais. En comptant History, qui est peut-être une espèce de semi-compil. Il y a le premier disque qui est un album, vraiment. Alors évidemment, c'est 350 millions de disques vendus. Comme moi. Comme toi. Non, il n'y a que Elvis et les Beatles qu'on a vendu plus. On a évidemment Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps, 66 millions. 66 millions, c'est vrai ? 66 millions. Attention, parce que donc on se dit ça, tu vois, mais Bad, c'est 35 millions. C'est quand même pas mal. Et Dangerous, c'est 32 millions. Donc dans le même temps, Prince, juste au niveau des ventes, lui, c'est 100 millions de ventes en tout. Et Michael tout à l'heure 350. Et son album le plus vendu, c'est Purple Rain, c'est 25 millions. Donc Jackson, et encore j'ai pas noté là, mais je me demande si il a pas encore un album au-dessus des 30, tu vois. Donc bon, au niveau des ventes, Prince il est un peu en dessous. Par contre Prince, lui aussi était quand même assez précoce, même si c'était pas à 11 ans, et il a sorti 39 albums sous son nom entre 78 et 2015. Donc 78, il a 20 piges. Alors, comme je disais la dernière fois dans une blague, selon la police ou selon les syndicats. Alors c'est ça. Donc j'ai dit sous son nom, parce qu'en plus il faut compter donc des lives, parce que là des albums studio. Il faut compter des albums sous d'autres noms, tu sais, les NPG, les Madhouse, des trucs comme ça. Et en plus tous les side projects où c'est un autre nom, il y a un mec qui chante mais il joue tout derrière, quoi. Voilà. Donc ça peut être The Time, The Family, les Sheila E, et il y en a plein, Vanity Six, etc. Ok. Donc en fait là, au niveau de la production, autant sur les ventes, Michael est devant, autant on peut dire que sur la production, Prince est quand même bon. Après, je vous donne ces petites infos comme ça. Faut
pouvez intervenir, bien, n'hésitez pas. Hein, mais j'apprends voilà. beaucoup de choses. Mais non. Ok. Oh merde. Alors après, évidemment, on peut aussi parler un peu du talent des bonhommes, même si c'est un truc un peu plus subjectif. Mais voilà, comme je disais, Jackson, donc à 11 ans, il sort son premier album, mais c'est déjà un monstre à 9 ans, quoi. Et il y a, tu l'as sûrement vu, là, la fameuse, je sais pas si tu l'as vu toi, Guillaume, la fameuse audition où il fait I Got the Feeling, là, chez Motown. T'as vu ce truc-là? Incroyable. C'est quand tu vois le mec à cet âge-là, à 10 ans, c'est un monstre. Donc il y a ça, c'est quand même aussi, bon évidemment il y a le talent de danseur, hein, et c'est quand même une voix incroyable. En vrai, moi je trouve que c'est un truc, tu vois, pour Michael Jackson, on parle pas souvent, c'est sa voix. Moi je trouve que d'accord, c'est possible. C'est peut-être mon impression, mais j'ai l'impression qu'on ne dit pas à quel point c'est un chanteur incroyable. Il a quand même une voix. Non? Ah bah pour moi oui. On le disait quand même quand il était plus jeune. Ouais, mais alors. Enfin, quand il était plus jeune, mais plus tard de lui quand il était jeune, on disait qu'il avait une voix incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est pas l'époque où. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que quand il était vieux, on a dit, et quand il était jeune, il avait une bonne voix. Ouais, c'est plus comme ça. Merde. Ouais. Mais en vrai, j'aime beaucoup cette émission. Ouais, d'accord. Non, autant il y a des mecs, on peut dire qu'ils ont perdu leur voix peut-être sur des excès, autant Michael, en vrai, il a pas. Moi, j'ai pas le sentiment que. Sur Invincible, il est encore exceptionnel. Ah ouais, on est d'accord. Enfin après, moi c'est mes goûts, mais moi je quand même. Donc, pour la même chose au niveau talent, bon, c'est un monstre aussi. Hein. Le mec joue tout, le mec chante tout. Et puis il joue proprement, hein, parce que souvent, tu vois, tout à l'heure en off, on a parlé un peu de Lenny Kravitz, qui joue un peu tout aussi, lui. Mmh. Mais quand il faut faire des solos, il demande à d'autres mecs. Parfois à Prince, d'ailleurs, hein, quand c'est des lives. Tout à fait. Le petit plus, je dirais, pour Michael Jackson, alors peut-être que je me trompe, mais c'est quand même, le mec est connu dans le monde entier. Tout à fait. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué un petit peu. Quand Michael Jackson est mort, je me suis dit, tout le monde en parle, tout le monde se met à en parler. T'avais même des gamins qui avaient peut-être entendu une chanson qui s'étaient devenus d'un coup fans de Michael Jackson, tu vois. Et je m'étais dit, quand Prince mourra, ce sera la même chose. Et j'ai l'impression que ça n'a pas fait la même chose. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est tout à fait normal, tout à fait logique. Mais vas-y, va jusqu'au bout. Non, mais ce que je veux, mais justement, tu vois, on peut discuter de ça. On peut déjà commencer à discuter, parce que moi, je me tais depuis tout à l'heure. Non, mais n'hésite pas, tu vois. J'ai déjà plein de choses à dire. Ah oui. Bon alors, je finis. Pourquoi tu dis c'est normal? Non, mais en vrai, pourquoi? C'est totalement normal, parce qu'on n'est pas du tout dans le... On n'est pas sur le même personnage. L'autre, c'est le King of Pop. Pop, c'est le mot qui englobe tellement de choses dans la musique. C'est pas la pop comme il peut y avoir des groupes de pop. Tu vois, c'est vraiment le mot où on met dedans funk, soul, hip-hop, rap, R&B, ce qu'on veut, tu vois. Donc et rock, etc. Donc lui, le King of Pop, c'est le king de tout le monde. C'est-à-dire le King d'Elton John, de Prince, de machin. C'est lui qui est au-dessus en termes de notoriété, de charisme, etc. Michael, il était au-dessus de Madonna, d'Elton John, Sting, Bruce Springsteen, George Michael, voilà, tous ces gens-là, lui, il était au-dessus. Voilà. Donc qu'est-ce qui fait qu'il était au-dessus? C'était quoi son... Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Ça dépend. Est-ce que c'est une émission laïque ou pas? Parce que elle est bien ma question. Ouais. Non, pour moi, et c'est vrai que c'est pas des choses que je dis souvent mais pour moi, ces mecs-là sont des surhumains. Et pour moi, ils dépassent l'humain. Moi, j'ai un côté mystique un petit peu. Il y a quelque chose qui a été touché. Enfin, il a été touché par quelque chose de surnaturel. Pour moi, voilà, c'est louche à dire, mais qu'on soit croyant, pas croyant, j'en sais rien. Chacun fait comme il veut avec ce truc-là. C'est pas possible de plaire autant à autant de monde au même moment. C'est impressionnant. Comme Elvis, comme les Beatles, comme Prince, comme Madonna. Bah justement, j'allais dire, et Prince alors, tu le mets dans la même catégorie ou pas? Oui, pour moi, c'est des gens qui, en tout cas, je parle pour moi, qui sont au-dessus de moi en termes de créativité. Mais tu t'imagines ce que c'est, quoi. Ouais, c'est incroyable. Enfin, moi qui suis musicien, je t'ai dit, et je suis quand même quelqu'un qui bosse beaucoup, parce que je fais des livres, je fais de la musique, etc. Avec tout ce que je fais et tout ce que je bosse,
Putain, mais je suis arrivé à même pas 0,2% de ce qu'ils ont fait, les gars. Mec, c'est des businessmen, c'est des créateurs, c'est des danseurs de fous, c'est incroyable. Pour moi, il y a cette dynamique-là. Après, comme je te dis, c'est pour ça, si c'est pas laïque, après, c'est parce que aussi, on a mis en avant son côté enfant star, tu vois, et ça a marché pour lui. Ça a marché pour Britney, ça a marché pour Timberlake, ça a marché pour Miley Cyrus, ça a marché pour plein d'autres, tu vois. Des enfants qui, pourtant il y en a plein, qu'on essaye de mettre en avant, tu vois. Au même moment que Michael, il y a Donny Osmond, qui est un chanteur des Osmond Brothers, qui a quasiment la même voix. Qui est-ce qui connaît Donny Osmond aujourd'hui? Aux États-Unis, ils le connaissent. Ouais, mais voilà. Et il y a Foster Silvers aussi, qui est d'une famille des Silvers. Foster Silvers, quand on écoute les morceaux de 73 à peu près de Foster Silvers, Donny Osmond ou Michael Jackson, je te promets que t'es pas sûr de faire la différence entre les trois. Pourtant, après, Michael, c'est une voix de malade. Voilà, il a concrétisé aussi à l'âge adulte, à l'âge adolescent et à l'âge adulte, un talent qui était déjà là. Mais sinon, les autres l'avaient. C'est pour ça que je parlais du mystique. C'est que pour moi, on ne peut pas être James Brown ou Jimi Hendrix sans l'intervention d'une force surnaturelle. Il y a une quantité de facteurs qui sont tellement importants. Pour moi, il y a ça. Voilà. Après, c'est pour ça que je te dis, chacun croit ce qu'il veut. C'est pas la question de dire. Mais pour moi, il y a cette dynamique. Là, j'ai relevé le niveau de votre podcast. Ouais. Ben là, je pense que là, c'est le pic d'audience là. Alors, faut se marrer quand même. On a parlé un peu des plus, hein, donc Prince, on n'a pas dit, mais il faut quand même que tu me donnes la démarche de ton truc. Bah, la démarche, c'est qu'on est dessus, ok. Donc Prince, on a la productivité aussi, hein, évidemment, en plus du talent. Ça veut dire quelque chose quand même, cette productivité. Même si, bon, il y a peut-être un moment où le mec a un peu tourné en rond là, à partir des années 2000. Bon, il y a plusieurs, moi je trouve, hein, mais bon, bref. Il y a quand même quelques côtés un peu... Jamais. Voilà, là, j'ai fait des gestes, mais au moins que jamais. Il y a quand même quelques... non, j'aimerais juste ajouter que vous êtes chez moi, monsieur. Ouais. Alors si c'est pour dire du mal de police... Parce que je suis le spécialiste. C'est marqué sur le mur. Alors, ceux qui vont écouter le podcast ne vont rien comprendre de cette blague. C'est pas grave. Non, bah alors tu veux que je l'explique? Non, continue ton truc. Il y a quand même des côtés négatifs. Oui. C'est clé. Et c'est un peu vrai pour les deux. Bon, on va commencer par Prince. C'était quand même un mec assez chelou. Hein? Pourquoi il doit des thunes? Déjà, il doit 100 balles. Déjà, ça c'est la base. Ça c'est, voilà. En général, les mecs qu'on n'aime pas, c'est qu'en général, ils doivent des thunes. Ouais, c'est la base. Non, alors, moi, j'avoue que toutes les anecdotes que j'entends sur Prince, ça me font plutôt marrer. Mais en vrai, c'est un connard, quoi. Mais on peut le dire, c'était si un énorme connard. Forcément. Il y a des millions d'anecdotes. Oui, le mec est pas. Mais on peut pas être James Brown, on peut pas être Prince sans passer par ce genre de choses. Même Stevie Wonder, qui est. Alors j'avais déconné dans une conférence en disant. C'est un peu le Alain Juppé de la soul. C'est-à-dire que c'est le meilleur d'entre nous, tu sais ce qu'avait dit Chirac. Le meilleur d'entre nous. Voilà. Donc, et là, il y a mon pote qui me regarde et me dit t'as quand même comparé Alain Juppé, Stevie Wonder à Alain Juppé. Bon, c'était plutôt pour l'humour, mais dans le sens où Stevie Wonder, tu n'as jamais rien de négatif sur lui. Personne ne parle négativement. Stevie Wonder passe son 21e anniversaire avec Berry Gordy, passe la soirée champagne, on boit des coups, trop bien, Stevie machin. Le lendemain matin, il lui envoie les avocats sans le prévenir la veille, alors que la veille c'était pump it up tout le monde, hein. Chez Motown, le lendemain matin, Berry Gordy arrive au bureau, les avocats de Stevie Wonder l'attendent avec un nouveau contrat. Il a 21 ans maintenant. Il va falloir changer le contrat, sinon on se tire. Ça, c'est un côté bâtard, mais c'est Stevie Wonder. Alors que Berry Gordy, c'était un mec sympa. Ah oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que ces mecs-là peuvent pas se construire. Alors Prince, c'est à outrance. Mais ils peuvent pas se construire sans ce genre de comportement. C'est-à-dire, les mecs, c'est obligé. James Brown, il est né dans les bois. Comment tu peux lui reprocher après d'être ce qu'il est? Frapper sa femme, tout ça, j'en parle pas. C'est pas ça que je dis. C'est d'être un tyran avec ses musiciens.
C'est obligé. J'ai vu une interview là, une vieille citation de Prince là, qui disait que la première fois qu'il a vu James Brown sur scène, il a voulu 2 choses de lui. C'était les mêmes danseuses. Bon, après Prince était un peu porté sur la chose, comme on dit. Et la deuxième chose qu'il a dite, c'est le même contrôle sur mon groupe. Donc tu vois, c'était. C'est clair, c'est des mecs mais tu peux pas jouer avec ces mecs-là. Tu peux pas écrire l'histoire de la musique en étant un type cool. Ça n'existe pas. Il faudrait voir Sting et Elton John, leur travers, entre guillemets. Tu peux pas arriver en étant Sting, t'imagines? Sting, qui c'est? Je pense que ce mec-là, il a dû faire 2-3 enculeries aussi, quoi. Tu vois, j'adore Sting, hein. J'adore Sting. Mais il y a un côté, forcément, t'es obligé de pousser les portes, quoi. Je crois qu'Elton John aussi a fait 2-3 enculeries. Alors, je vous laisse l'entière responsabilité de ces propos, monsieur Cado. Pour revenir sur les petits mois de Michael, n'est-ce pas? Alors, à partir de 82, la discographie, ça commence à être très espacé, quand même. Mais il y a peut-être aussi un problème de succès, quoi. C'est-à-dire que Thriller, c'était tellement énorme. Je sais pas si tu as vu le documentaire sur Bad, là, fait par Spike Lee. Non. Et il disait que c'est ça, c'est-à-dire qu'il voulait faire aussi bien, quoi. Alors que c'était impossible de vendre autant, oui, tu vois. Oui, j'ai vu plus ou moins des trucs, oui. Bref, donc peut-être que cette espèce de pression, ça amène à compliquer la créativité, ou la réalisation d'albums. Il y a aussi, moi, un truc que j'ai noté dans les mois, c'est quand même ces fameuses histoires de playback en concert. Oui. C'est quand même un truc qui fait un peu mal, quoi. Alors c'est ce qu'on reproche aussi à Madonna. Je pense qu'entre Madonna et Prince, je pense qu'il faudrait aller voir Janet aussi, parce que quand même le niveau des chorégraphies de Janet Jackson, c'est quand même la classe. Paula Abdul, qui était la chorégraphe aussi, mais qui a eu une carrière à elle. Faudrait voir Timberlake. C'est ce que j'allais dire, Timberlake qui danse quand même beaucoup. J'essaie de capter un petit peu les grosses stars pop comme ça, mais en gros là on a fait le tour. Ces gens-là dansent tellement. Voilà. Maintenant, pour modérer le truc, c'est que Prince, qui est un très bon danseur, pas au niveau de Michael, ça c'est sûr, mais très bon danseur, qui a eu une période où il faisait entre 92 et 93, il a fait beaucoup de chorégraphie avec 3 danseurs derrière lui. Voilà. C'était du niveau. On était pas loin du niveau des Paula Abdul, des machins et tout. Curieusement, il a jamais fait de playback. Ouais. Voilà. Et Beyoncé, mais je pense qu'il l'a vite. Beyoncé, pareil, playback. Playback, il y en a. Oui, il y en a. Oui, c'est vrai que j'avais oublié quand même Beyoncé. C'est quand même la classe. C'est quand même. Mais quand tu vois, d'autres stars de la pop qui dansent un peu moins, il y en a qui font du playback. C'est ça que je voulais dire. En fait. Même ceux qui dansent moins, ils font du playback. Exactement. Le playback, c'est un truc que Michael a utilisé, pour en revenir à ce dont tu parlais. Michael a utilisé vraiment pour garder ce côté chorégraphie, ce côté show. Et je pense que ça voulait pas dire qu'il chantait moins bien. Non. Ça voulait dire qu'il pouvait pas. Mais Prince a réussi un moment à être. Moi, je l'ai jamais entendu chanter essoufflé. Alors que Prince, à des moments, il y avait vraiment des trucs. Même si c'était pas chorégraphié ou c'était lui qui dansait, il y avait des moments, putain, quand il t'enchaîne 6 ou 7 comment il s'appelle, grands écarts, voilà, t'es là, tu te dis. Putain, quand tu te relèves de ça, normalement, t'es un peu essoufflé quand même. Le mec te reprend le truc nickel avec la guitare. Donc lui moi, c'est dit, j'y vois encore limite presque plus de l'intervention surnaturelle, quoi. Ça, c'est parce que je suis en train de répondre à ta question. Ouais. Mais c'est pour ça. Attends un petit peu. On va y arriver. Il y a un autre problème qu'on peut pas. Je sais me tenir. Même si je suis chez moi et que je peux pisser dans le coin, personne ne te dira rien. Personne ne me dira rien. Mais je sais me tenir avec ton émission. Merci. Un autre truc qu'on peut pas mettre de côté quand même avec Michael Jackson, c'est ces histoires de pédophilie. Bon, alors, évidemment, on aura... Non, je plaisante, c'est un sujet qui m'énerve. On saura jamais la vérité. Si on le sait un jour et s'il y a des preuves, ce sera très triste. Très triste, parce que la pédophilie, c'est horrible. Une des choses qui m'énerve le plus dans ce monde. L'autre chose, c'est que voilà, ça enlèvera beaucoup de choses au personnage.
Mais tu sais, là, après la sortie du dernier documentaire, là, j'ai vu beaucoup de mecs qui disent moi, plus jamais j'écoute Michael Jackson. Et je les comprends total. Et alors ça, je n'ai aucun argument contre ça. Alors ça, je vais te dire, l'argument, pas de problème. Ah non, moi, excuse-moi, je juste finis mon truc, mais moi, mon seul argument, c'est que pour l'instant, je n'ai pas eu encore la preuve, en tout cas qui m'a convaincu, et en même temps, je suis ultra fan. Donc je me pose des questions sur moi-même. En me disant, tu vois, j'arrive à critiquer Polanski facilement parce que Polanski, peut-être que c'est moins mon cœur de cible. Et puis en vrai, mais Michael, qui est quelqu'un que j'adore, j'ai plus de mal. Donc, pour moi, on a beaucoup plus de preuves sur Polanski que sur Michael. En vrai. L'histoire de, c'est très bizarre cette histoire de. Je dis pas qu'il l'est pas, je dis pas qu'il est. Je dis. En tout cas, il n'a jamais été condamné. Mais en fait, tu sais, il y a le truc aux États-Unis, c'est que tu peux t'arranger à l'amiable et il n'y a pas de procès. Donc s'il n'y a pas de procès, j'ai pas un avis. S'il n'y a pas de procès, ça veut pas dire que t'es pas coupable, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de procès. Donc bon. Non, je suis pas. Non, je suis pas. Et les documentaires, il y en a eu avant des documentaires sur Michael qui disaient qu'il n'était pas pédophile. Et maintenant, il y en a un qui sort et dit là, on a des preuves. Donc bon, peut-être que tout ce qui est dit dans le documentaire c'est vrai, mais on ne sait pas. Enfin, pour moi, c'est pas une preuve totale. Voilà. Maintenant, c'est quand même assez louche. Parce qu'on a beaucoup parlé. C'est ça qui interroge. Mais ça, c'est indéfendable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Indéfendable. Écoutez, je sais pas si vous voulez rajouter un petit quelque chose, mais je crois qu'on va peut-être arriver au moment du vote. Prince. T'es comme ça, toi. Clair. Virus, on t'a pas beaucoup entendu, j'aimerais que tu nous donnes un peu ton avis. Après, moi, j'ai envie de dire, si on rebondit un petit peu sur tout ce qui s'est dit, dont on a parlé, c'est que soit tu juges l'artiste, mais juste le côté artiste, soit tu juges l'homme et tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et donc, ça implique aussi, si tu parles des histoires de pédophilie, qu'il l'ait fait ou pas fait, mais ça implique aussi le comportement qu'il peut avoir. Et moi, je trouve que, de mon point de vue, de ce que j'en ai connu ou vu, Michael Jackson a beaucoup moins l'image de l'artiste, enfin le caprice d'artiste, que Prince. Et on le voit plus dans un côté. Alors après, je sais pas si c'est pas. Enfin après, il y a aussi tout le côté un peu idéalisé de l'artiste en soi. Mais on a plus ce côté Michael Jackson, un petit peu ce genre pour le public et tout autour. Et Prince, on le voit plus. Enfin, il fait plus refermer sur son monde entre guillemets. Il fait ses trucs pour lui. Alors les gens l'aiment, hein. Mais derrière, est-ce que il y a moins l'échange, je trouve. De ce que j'en ressens. On a l'impression qu'il a moins transmis l'échange. Enfin, du coup, bon, c'est purement subjectif, hein. Et c'est purement aussi, peut-être après, ce que moi j'en ai vu et tout. Moi, je connais beaucoup moins Prince que Michael Jackson, et j'en ai beaucoup moins entendu parler, et je sais pas pourquoi, un mythe, mais j'ai plus souvent entendu parler de Michael Jackson, c'est plus lui qui est venu et tout machin, et de moi, ce que j'en ai de. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. C'est incroyable que ce soit en Thaïlande, en Argentine, au Japon, en Danemark, tout le monde connaît Michael, quoi. Virus, est-ce que ça veut dire que tu votes Michael Jackson ? Ouais, moi je vote Michael Jackson. Tu nous as dit Prince ? Pourquoi Prince ? Parce que c'est ma vie, Prince. Je suis un malade de Michael, mais Prince, c'est au-delà. C'est au-delà, c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que la musique, même si j'en écoutais énorme avant. Pour moi, savoir ce que c'était que la musique, c'était Prince, quoi. Ah bah ouais, le mec, il m'a fait partir vers Miles Davis, il m'a fait partir vers George Clinton, vers Jimi Hendrix, vers tellement de trucs, vers de l'électro, vers de la house, le mec est au centre de mes goûts musicaux, et en termes de talent, pour moi, c'est le meilleur de tous. C'est le meilleur d'Elton John, de Paul McCartney, de James Brown, de Frank Zappa, de tout ça. Mais pour même moi, Patrick Juvet. Mais toi, t'as un talent pour poser des questions quand même au moment où il faut pas, tu vois. Tu vois ? Non, mais tu touches un point très sensible. Est-ce que Patrick Juvet est dans Night Fever ? Son nom, oui. Ah, forcément, forcément, monsieur. Night Fever, c'est le livre que je vais sortir le 23 avril aux éditions Le Mot et le Reste, dans toutes les FNAC, Cultura et librairies associées. Ouais. Alors bon, du coup, j'aurais préféré que ce soit toi qui tranches, mais t'as été vif,
t'as foncé, t'as dit Prince, donc c'est moi qui vais devoir trancher. Et alors moi, j'avoue que la musique de Michael Jackson ne m'a jamais vraiment touché. J'aime bien les vieux trucs à la limite, tu vois, mais c'est les Funk Brothers, Motown, tout ça, c'est autre chose, tu vois. Mais après, j'ai jamais été trop touché. Alors que Prince, moi, j'ai adoré Prince, quoi. Pas un peu comme toi, il y a des morceaux de fou. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Moi, le truc, c'est qu'à partir après Rainbow Children, alors là, on commence à parler de très pointu, hein, t'as vu, excuse-nous, virus. Mais après Rainbow Children, pour moi, là, ça tourne en rond, hein. C'est le chant du cygne. Oui, ça, ça, je peux pas te dire que c'est ce qu'il a fait de mieux. Il y a pas de problème. T'as quand même des fulgurances, quoi. Après, il y a beaucoup de répétitions, mais je pense qu'il y a beaucoup de répétitions déjà, même avant, dans les années 90. Dans les années 80, il n'y en a pas beaucoup. Jusqu'à Love Sexy, il y a rien à dire. Ah, moi j'aime bien les trucs un peu après aussi. Les années 90, j'aime bien. Beaucoup, j'aime beaucoup. Mais je pense, par rapport à ce que disait Guillaume, c'est. Tu as quel âge sans indiscrétion, Guillaume? C'est pour 26 ans. 26 ans, voilà. Tu vois, on a 20 ans de différence. On peut pas avoir le même avis sur Prince à 20 ans de différence. 19 ans en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? 3 mois. Oui, tout à fait. Tu veux qu'on donne le résus, le résus sanguin et tout? Merde. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que la vie de Guillaume, c'est clair et net que c'est du Michael. J'avais même pas de doute. Moi non plus. Parce que à 26 ans, je savais pas quel âge il avait, mais en tout cas à cet âge-là, on n'est pas touché par Prince. 26 ans, t'es pas touché par Prince. Si, les quelques-uns qui du jour au lendemain, putain merde, ils se sont aperçus que vraiment c'était exceptionnel. Sinon, c'est Michael. C'est Michael, c'est obligé. Donc tu crois qu'on a faussé le vote du duel? Non, pas du tout. Non, parce que c'est nous qui décidons, quoi. Ah ben non, c'est toi qui décides. Ah, c'est vrai, c'est moi qui décide. C'est marqué à la fin sur ton t-shirt. Eh bien écoute, puisque je décide, je te propose de passer à la suite. Allô? J'ai un travail pour vous. Allô? Qui est à l'appareil? Vous avez été choisi pour une mission de la plus haute importance. J'ai répondu. Sauver le monde. Là, c'est un moment assez intéressant de l'émission. Ouais. Parce que on va passer un coup de fil à un super-héros. Mais un vrai super-héros. Tu sais qu'il y a des vrais super-héros qui existent. Ouais, t'en es un, c'est ça? J'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Prince, Michael, je disais, pour moi, c'est des super-héros. Alors, pas des super-héros comme ça, des justiciers, tu vois. C'est aussi des justiciers. Bah écoute, on va voir. Donc là, on va appeler un super-héros de la vraie vie qui s'appelle Overload. T'en as entendu parler peut-être? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Alors moi, non, ça par contre, les super-héros, je suis totalement à côté de la plaque. Totalement, ouais. Non, je connais Superman. Hein. Superman, ouais. Ouais, mais lui, c'est un faux. Là, celui qu'on a, c'est un vrai. Ça, c'est un vrai. C'est un vrai. C'est un mec de vers chez vous? Pas loin. Pas loin, ouais. Il y a des super-héros dans les Yvelines. Ah, et tu sais. Absolument, pour moi, ils habitaient tous à Los Angeles. Bah écoute, bon, on va l'appeler, on va voir. Peut-être que tu pourras lui poser une ou deux questions. Hein. T'as l'air. Overload, vous êtes là? Oui, je suis là. Comment allez-vous? Bah ça va bien, va bien, et vous, ça me fait content que vous me passiez un petit coup de fil. Bah on est bien là, hein. Vous connaissez Belkacem-Méziane ou pas? Pas encore, mais j'aimerais bien le rencontrer. Belkacem, bonjour. Il faut dire bonjour. Overload, c'est ça? Overload, c'est ça, tout à fait. C'est bien comme nom. C'est bien comme nom. Ouais, c'est sympa. J'ai beaucoup cherché. C'est beaucoup, c'est bien. Ça a beaucoup évolué aussi, mais je trouve que c'est celui qui reflète le mieux qui je suis. D'accord. Et mais alors j'imagine que vous avez une vie assez trépidante là. Vous êtes où là par exemple en ce moment? Bon là je suis dans mon canapé là. Ah non moi je vois venir. Non, le début d'année est plutôt calme. Je vais pas vous le cacher. D'accord, mais vous avez quand même, vous êtes un peu quand même en action ou vous faites quoi là? Écoutez là, je fais quelques retouches sur mon costume. Non bon, il y avait quelques accros et puis l'autre jour je l'ai craqué pendant un combat. Alors ça me fait un peu chier parce que j'en ai qu'un. D'accord. Donc j'essaie d'en prendre soin, de faire attention, tout ça, mais c'est toujours difficile. Donc bon là, maintenant qu'il est craqué, j'évite de sortir avec le cul à l'air. Ouais. C'est pas bon pour mon image. Et puis les gens se méfient. Les gens
Les gens se méfient. Les gens se méfient, c'est-à-dire ils aiment pas les gens à poil. Comment ça? Je comprends pas bien. Mais écoutez, je vais pas vous faire un dessin. Essayez de sortir avec le cul à l'air. Les gens se méfient. Ah bon, d'accord. Déjà que c'est pas facile. Notre métier est pas facile parce que c'est pas facile d'être reconnu. D'accord. C'est-à-dire? Mais c'est là un des grands problèmes, je dirais, qu'on a et qui est assez méconnu de la plupart des gens. C'est la méfiance que peuvent avoir les gens vis-à-vis de nous, de ce qu'on fait là, en fait. Je vous donne un exemple facile. Admettons, il y a une catastrophe. Des civils en danger dans un immeuble prêt à s'écrouler. Bon, un mec en costume de super-héros débarque, il sauve tout le monde. Personne ne se pose de questions. Tout le monde a compris que c'était le gentil, il est venu pour les sauver, c'est clair. Maintenant, à l'inverse, vous êtes en patrouille ou en surveillance. Dès que vous croisez quelqu'un, il pense pas que vous êtes là pour le sauver. Non, lui, il voit un mec déguisé. Donc, soit il pense que vous revenez, que vous allez à une soirée costumée. Bon, là encore, ça va, même si c'est un petit peu vexant. Ouais, je comprends. Ouais. Soit il a peur, ça arrive souvent. Du coup, il appelle les flics. Et du coup, là, ça se mord la queue, ça a l'effet inverse de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que, bon, c'est totalement insensé. Et il y a même des fois, moi je connais des collègues, c'est arrivé, où on se fait agresser. Voilà, on vous prend un peu à partie et tout, et puis ça finit, vous êtes obligé de taper des civils. Non mais bon. Ouais, c'est un peu chiant. Non, mais c'est pour ça, moi je vous le dis là, on en discute, j'en profite. Je pense de plus en plus arrêter les patrouilles. D'accord, mais alors qu'est-ce que vous allez faire après? Comment vous allez savoir que les gens sont en danger? C'est quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire? Non, mais le mieux, parce que bon, les patrouilles c'est beaucoup trop contraignant. Bon, on se balade, il se passe pas souvent grand-chose, on va pas se le cacher. Non, le mieux c'est d'intervenir sur des vraies situations critiques. C'est-à-dire par exemple? Là où tout le monde est au courant, il y a les médias, il y a tout le monde va comprendre, c'est la merde. Donc là, vous arrivez là-dedans comme un cow-boy, vous faites le show, et puis les gens comprennent. C'est ça dont on a besoin. De toute façon, les gens comprennent plus que ça. D'accord. Je veux dire, l'image des super-héros, j'en parle, ça me touche directement, a été tellement bouleversée par on va dire même le cinéma en règle générale, les médias, c'était idéalisé, ça a totalement bouleversé nous ce qu'on faisait, notre métier, donc on n'a plus le choix que de se mettre au niveau de ces ces références qu'on nous impose. D'accord. Faut que je vous laisse là, j'ai une urgence. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a le. Je me suis piqué avec l'aiguille. Ah d'accord. Non, faut que je mette un pansement, ça va s'infecter sinon. Ah d'accord, bon. Bon, je vous laisse, hein. Très bien, à bientôt, le mois prochain quand même. Oui, on fait comme ça, hein. Allez, à plus. Est-ce que je t'en pose ces questions? Bah non, mais j'aimerais bien. Et alors écoute, donc on arrive... j'espère quand même. Là, il n'y a plus que 2 heures. Ah mais merde. Non, mais tu sais pourquoi il n'y a plus que 2 heures? C'est parce qu'on va te donner la parole. Ah non. Donc on arrive à la fin, là, la dernière rubrique. Le principe c'est qu'on inverse les rôles. Tu vois, dans les émissions, les podcasts, les interviews, c'est jamais les invités qui posent des questions. On trouve ça dommage. Et donc voilà, on laisse un petit temps aux invités pour nous poser des questions diverses et variées, de son cru, ce qu'il veut, quoi. Voilà, donc écoute, on est prêt à répondre. Comment vous êtes connus tous les deux? C'est une longue histoire. Et c'est une sorte de soudeur. Mais j'étais pas vraiment soudeur. Non, mais en fait, j'étais son animateur. Ok. Voilà. Donc tu l'animais. Je l'animais. Tu faisais quoi? Coucou, regarde. Tire mon doigt. Des trucs comme ça. C'est bien. Non, on s'est connus dans une structure où il était animateur et où je venais comme ça pour faire de la radio à l'époque. Ouais. Tu vois. D'accord. Et moi, je me souviens, la première fois, si on peut se dire, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce mec? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu. Tu te dis la même chose, toi? La première fois que tu m'as vu? Non. J'ai dit, bon, ce mec-là, faudra le gérer comme ça. J'ai fait un plan. Ouais. Tu vois sur une feuille A4, j'ai dessiné des trucs.
Et puis voilà, ça sera bien passé finalement. Le plan que j'avais fait sur la 4, je l'ai encore. Hein. Ah ouais bah, tout a marché jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a suivi le cahier des charges, on est bon. mais je comprends que quand on le rencontre à un âge fébrile, il a toujours été en plus, il a toujours été fragile. Voilà. Et je pense que là, ça peut picoter, comme on disait. Tu vois, ça peut toucher. Non, mais t'étais con, t'avais quoi 17 16 ans, non 16 ans 16 Ah, 16 ans, putain. 10 ans putain, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, putain. Comme disait Doc Gynéco. 16 ans, intéressant. Intéressant, Pardon, c'est mon petit sarkozysme primaire. Allons-y, donc... donc dis-nous, toi. Voilà, est-ce que... Et comment ça vous est venu de travailler ensemble sur ce podcast ? Ben en fait, je crois que c'est... En fait, on nous a proposé de faire une émission, une association. Ça part de là, quand même. Une association nous a proposé de faire une émission. Voilà. Et donc, vous pensez que cette association va accepter ce format? Pas du tout, non. Pas du tout. En fait, on monte l'histoire. Ouais. Ah, c'est parce que je dis trop tard. Non, vas-y, pardon. Non, tu fais trop de pauses quand tu parles. En fait. Mais c'est ça. On nous a proposé de faire une émission. Donc on avait un petit peu on avait le concept, on avait la motivation, on avait les animateurs. Ouais. Mais je dirais que pour des soucis d'ordre logistique, échange, communication, ça s'est pas fait du tout. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est foutu de notre gueule? Non, j'irais peut-être pas jusque-là, mais... Alors, j'imagine quand même qu'on... Mais je dirais que la volonté était toujours là. Ouais, voilà. Donc on s'est dit, on va prendre notre envol en freelance. Ouais. Comme on dit. C'est ça. C'est très bien comme ça. Ouais. D'accord. Et comment est venue l'idée de m'inviter comme premier invité? Ça, c'est moi qui ai pensé. Bah oui, parce que je m'imagine comme que Guillaume ne me connaissait pas. Si c'était une idée de lui, on aurait fait encore 2 heures là. Non, bah c'était... Bah ouais, j'ai réfléchi, je me suis dit, qui pourrait faire un bon invité? Voilà, je veux pas te cirer les pompes, hein, tu me connais. Et donc comme en plus je sors un nouveau livre qui s'appelle Night Fever, mais 100 hits qui ont fait le disco le 23 avril. Voilà. Tu t'es dit, il y a de c'est parfait. Alors je savais pas encore ça. Eh oui. Non. Mais c'est, tu vois, c'est des petits, tu vois. Je l'ai senti, tu crois? Ouais, je pense qu'à mon avis. Une espèce de connexion télépathique? Forcément. Un truc comme ça? Ouais. Enfin, c'était écrit sur la feuille A4, moi. Ah ouais, d'accord. Tu avais dit le 23 avril 2020, je sortirai mon 2e livre sur le disco. Ah, c'était un plan assez élaboré quand même. Ah, c'est précis quand même. Non, mais voilà, ouais, en fait. Si on doit revenir sur ce choix d'invité, je dirais au recul de ces 12 heures d'émission, je pense que tu étais un très bon client. Tu vois? Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup. Alors même moi, je peux me comparer aux émissions qu'on faisait avant. Alors où toi, tu étais plus côté régie technique. Et nous, on était plus du côté interview des artistes, autres. Ah, ouais, non, je dirais que oui, il y a peu de personnes qui peuvent rebondir autant. C'est clair. On te l'a souvent dit. Ah, je le sais, clair. Ouais. T'en es conscient. Ouais. Mais c'est important. Mais non, mais c'est vachement bien parce que du coup, ça crée de la matière pour travailler. C'est vrai que des fois, le plus dur, c'est quand la personne en face de toi ne répond pas. C'est quand tu poses une question et que la personne dit oui. Ouais. C'est vachement dur. Hein. J'imagine. Bah ouais, moi je fais des interviews aussi, donc je vois un petit peu aussi ce que c'est qu'une vraie bonne réponse et un vrai échange. Des fois c'est vraiment une interview, des fois c'est un échange, tu vois, ça va un peu plus loin que le côté interview, quoi. C'est mieux. C'est mieux, c'est plus intéressant. Ça a plus de. Après, bon. Là, il y a le ton de Pierre Cado aussi, du mien, donc faut. Voilà, c'est pas pour tout le monde non plus, tu vois. Mais d'ailleurs, je crois que c'est moins de 16, hein. C'est comme émission. Parental advisory. Vu que vous connaissez les choses particulières, mais. Puis je suis chez moi, quoi. Bah oui. Donc c'est ça, quand t'es chez toi, tu peux poser des questions aussi. Voilà, je peux dire l'émission s'arrête, tu vois. L'émission s'arrête là? Non, j'ai dit chez Vivre. Tu m'as fait peur. Non, c'est quand même vous encore les boss.
Mais t'as des questions quand même pour nous C'était les questions que je voulais vous poser. D'accord. Ouais. Et on a bien répondu ou pas? Ouais, vous avez bien répondu. Une dernière question. Attends, tu peux en faire 5 autres. Hein. De toute façon, là, il est que 6h du matin. C'est vrai. Est-ce que le prochain livre, parce que ce livre-là, je pense que j'en suis quasiment sûr, c'est quand même ta cam, mais est-ce que le prochain livre, Night Fever, 100 hits qui ont fait le disco, qu'est-ce que ça vous occasionne comme interrogation ou comme envie ou pas du tout, répulsion peut-être, j'en sais rien. Enfin répulsion, c'est pas le bon mot, mais est-ce que c'est un livre qui, quand je vous le dis moi, maintenant, t'as passé 2 heures avec moi, un peu plus qu'à 8 heures même, je sais pas. Je crois que un truc comme ça. Ouais. Est-ce que ça donne envie quand même? Et toi qui as lu On the One, est-ce que ça te donne envie d'en lire un deuxième? Moi, je vais parler de mon œil de néophyte sur ces styles musicaux-là. Je dirais que sur le premier livre, que ce soit avant ou après t'avoir rencontré, on sent qu'il va y avoir de la matière et une histoire derrière. On sent qu'il y a quelque chose vraiment, enfin même plus historique. On sait qu'il s'est passé des choses et puis on sait que ça va continuer. Puis je dirais que pour le disco, avant de te rencontrer, je dirais que moi le disco, et puis t'as une image un petit peu désuète. Je sais pas pourquoi le monde le trouve comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une image un peu plus désuète, je sais pas, je vais pas le dire autrement. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, que je vois comment tu en parles, et aussi comment tu parles de la musique en général, on sent qu'il y a aussi une histoire derrière. Ah, grave. Et donc c'est presque d'autant plus intéressant de savoir, derrière un style qui peut paraître, ou qui a été vendu comme désuet, l'histoire qu'il peut y avoir derrière, du coup de comprendre un petit peu pourquoi on est arrivé jusque-là. Donc voilà un petit peu moi comment je l'appréhende là, après cette émission, et puis t'as la classe. de ce que tu connais. C'est bien, non, ça me convient très bien. T'as bien vendu ton truc, quoi. Hein, non, c'est le 23 avril. Non, mais même c'est bien articulé ce qu'il dit, c'est pas. Non mais c'est vrai. Contrairement à toi qui dis n'importe quoi depuis le début. Ouais. Mais moi, de toute façon, le disco c'est de la merde. Voilà. Déjà, on a posé la première pierre. Voilà, on est bien. Déjà, tu mets ça déjà de base. Non, moi j'avoue que la disco c'est pas tellement forcément ce qui va m'attirer non plus, mais c'est vrai que je sais qu'avec toi, tu vois, ça va pas être un truc qui va s'arrêter à 78-80 et que ça va raconter vraiment une histoire et qu'il va se passer des choses et que de toute façon tous les styles, moi ça m'est arrivé de lire des bouquins sur le reggae alors que j'ai horreur du reggae, tu vois, mais t'apprends des trucs quoi, et ça raconte des histoires quand les bouquins sont bien, de toute façon les mecs te racontent des histoires et puis c'est ça, on t'emmène là, qu'est-ce qui se passe, donc c'est ça qui est bien, et puis c'est désuet comme t'as dit, c'est clair et net, mais sans prétention du tout. Je me dis si chez certains ça peut occasionner à une nouvelle écoute un peu différente de cette musique-là, c'est mortel. Voilà, c'est ce que j'aimerais. Franchement, moi je trouve que il y a un côté faussement désuet, dans le sens où tu vois le funk, moi je suis un fan de funk, mais dans un sens, dans la musique que tu vas écouter un peu à la radio facilement, tu vois, on retrouve moins des influences de funk. Alors tout à l'heure on a parlé de Uptown Funk, tu vois, là évidemment, c'est du funk direct. Mais le disco, il est plus vite fait de trouver du disco, tu vois, quand tu vois Daft Punk, le nombre d'albums que ces mecs ont vendus. Et en vrai, c'est quoi? C'est du disco un peu plus moderne, quoi. Bah oui. Ouais, c'est clair. Et puis plein d'autres trucs. Plein d'autres trucs, là, c'était un exemple vite fait. C'est des trucs comme ça. Ouais, la house, bien sûr. Ouais. Mais même, tu sais, quand t'écoutes des trucs. Tout à l'heure, on a parlé de David Guetta vite fait. Des fois, David Guetta, il a sorti des trucs, c'est de la disco, quoi. C'est clair, Bob et Sinclair, le mec, Martin Solveig. C'est ça, et les mecs, ils ont. Tous les mecs qui sortent des trucs électro, les DJ. Bon, alors c'est plus forcément les mecs qui sont à la mode aujourd'hui. Mais attends, il y a encore quelques années, c'est des mecs qui ont quand même vendu des disques. En tout cas, tous ces mecs-là, c'est des gros noms des DJ français, et c'est clair qu'il y a une grosse part du disco. Madonna, je t'ai dit. George Michael, tous ces gens-là, même George Michael, il a fait des trucs disco à donf. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu une empreinte en très peu d'années. Et ça a été une production impressionnante, et il y a eu une empreinte vraiment marquante. C'est-à-dire que putain, mais le nombre de gens qui dansent sur ce beat à 120, tu vois,
Voilà. Que ça. Il y a des tonnes et des tonnes, des milliards de gens qui dansent là-dessus dans le monde entier, quoi. Et sur un beat, quoi. C'est étonnant. Et on va créer de la world autour de ce truc-là, mais il y a ce truc-là quand même. C'est vrai. Et le disco, ça veut dire quoi? C'est pas que ce beat, c'est une grosse partie, le beat martelé comme ça, mais il y a ce truc aussi de... quand on voit des Sylvester, des Village People, des Grace Jones, des gens qui ont été extravagants, on n'avait jamais vu ça. Un travesti qui chante avec une voix super aiguë, je sais pas si vous connaissez Sylvester, c'est une star incroyable du disco. Le mec, t'avais jamais vu ça de ta vie, quoi. Renoir en plus, Renoir travesti, homosexuel qui chante avec une voix aiguë, c'est tout ça aussi qu'a Lady Gaga. Quand t'écoutes Lady Gaga, ça sonne pas disco, c'est pas du disco, mais c'est vraiment le pur produit de l'extravagance qu'on pouvait avoir dans ces années-là, avec un mec comme Sylvester, avec quelques autres aussi, tu vois. Cette extravagance qui s'est transformée. Prince, c'est un enfant du disco, avec tous ses fringues et c'est un enfant du disco, clairement. C'est-à-dire que sans Sylvester des années 70, t'as pas de Prince, c'est pas possible. Il y a Jimmy Somerville, enfin tous ces mecs-là qui ont dans les années 80 montré un côté homosexuel ou androgyne, tous, c'est vraiment issu du disco, tu vois. Toutes les soirées qu'il y avait dans les boîtes de nuit new-yorkaises ou San Francisco, puis même ailleurs, mais en tout cas voilà, c'est en termes d'évolution des mœurs, le disco a fait énormément, vraiment. Ça a servi à énormément de gens, quoi. Tu peux pas balayer le disco comme ça, tu vois, parce que les Noirs, des Homos, des Latinos, des Italiens, ils ont obtenu énormément de choses grâce au monde de la nuit, au monde du disco, etc. Et c'est plus que ce qu'on croit. Donc voilà, ça m'intéresse aussi, la police, parce que j'ai une conférence sur les droits civiques, et ça c'est beaucoup plus... tu vois, Martin Luther King, d'étudier Martin Luther King, les gens ils se baissent tout de suite, c'est tout de suite personne n'a rien à, tu vois. Je vois pas pourquoi ce serait plus noble, tu vois, qu'un autre combat autrement mené, en tout cas dans les années. En tout cas, moi, ça me touche plus. Je suis plus attiré par le combat des Noirs dans les années 50-60 que celui des années 70. Mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir. En tout cas, de la même manière. Il y a une portée sociale, quoi, quand même. Une portée sociale, mais vraiment de ouf. C'est vraiment ouf. Voilà, messieurs. Bon. Et bah écoute, merci pour ces questions. Et puis bah alors c'est le rendez-vous le 23 avril, parce que c'est un livre important quand même. Hein. Bon, écoute, pour la 4e fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bah quel talent. Quel talent. Venu, comme on dit. Au revoir d'être venu. Bon, excusez-moi. Il est tard maintenant, il faut que je rentre.